Mesdames et messieurs, bonjour et nous espérons que vous avez très bien démarré cette nouvelle semaine. En tout cas, nous ici, nous l'avons très bien démarré et nous vous souhaitons de passer donc une très belle journée, évidemment, sans oublier nos différents programmes. Et si vous nous suivez, c'est que vous avez pris ce rendez-vous et vous avez d'ailleurs bien fait puisqu'aujourd'hui encore, nous avons amené une thématique qui va vous intéresser. Alors, je démarre avec cette interrogation. Savez-vous que c'est durant les premières années de sa vie que l'enfant grandit et change le plus? Il peut grandir de 50 à 100 cm en moyenne durant cette période. Mais à quel âge l'enfant tient sa tête? Quand est-ce que le bébé commence-t-il à marcher? Et quand est-ce qu'il peut tenir lui-même son biberon? Quand est-ce qu'il peut commencer à dire ses premiers mots? Papa, maman, celles qui sont nourrices, qui doivent regarder, observer leurs enfants, les voir grandir, se posent certainement cette question et nous apportons réponse à vos différentes interrogations ce matin avec les experts conviés. Pour la circonstance, je suis avec Félicien Edou, qui est médecin, donc plus en service de pédiatrie. Bonjour, docteur. Bonjour, amis téléspectateurs. Bonjour, mademoiselle Togola. Ah non, c'est pas mademoiselle, c'est mademoiselle. Mademoiselle Togola. Bonjour, docteur, vous allez bien? Je me porte très bien chez vous. Ça va aussi, ça fait un moment déjà. C'est les enfants de la pédiatrie qui vous ont aussi... Tout à fait, c'est la période des plus qui ont commencé. Cette période est beaucoup plus un peu bruyante en pédiatrie. Ah, ça c'est vrai. Et puisqu'on parle de développement psychomoteur, il faut bien un psychologue pour nous expliquer le côté, moi je ne vais pas dire psychiatrique, je sais pas, psychologique ou psychique. Bonjour André Aléron. Vous allez bien? Ça va bien. Ah là, moi je vous ai arraché un sourire. J'espère que chez vous aussi. Nadège Ngbatine qui est là pour le mot du jour. Bonjour Nadège. Bonjour mademoiselle Angèle. Elle est bien bonne celle-là. Bon, c'est moi qui l'ai exigé. Vous avez raison. Alors comment vous allez? Vous Ça va bien? Très bien. D'accord. Alors, voilà donc le plateau qu'on vient à la thématique du jour qui est, on va le voir avec notre réalisateur du jour, Nestor. On peut voir notre thématique. Merci beaucoup. Pédiatrie, le développement psychomoteur de l'enfant. On vous dit tout là-dessus aujourd'hui, les différentes étapes. Si vous venez de rentrer chez vous, il y a ces étapes importantes que vous devez observer chez l'enfant. Si l'enfant a du retard, vous devez commencer à vous inquiéter. Et à quel âge, à quel moment, gardez donc vos positions d'écoute. On va aller à la régie rapidement et on reviendra pour le mot du jour qui est Nadège. Pédiatre. La pédiatrie. À tout de suite. Nadège, c'est votre tranche, vous avez la parole. Aujourd'hui, on parlera de pédiatrie. Pédiatrie qui s'écrit P-E accent aigu D-I-A-T-R-I-E. Pédiatrie, c'est un nom féminin. On dit que la pédiatrie est une branche spécialisée de la médecine qui étudie le développement neuro-sensory-moteur et physiologique moral de l'enfant, ainsi que toute la pathologie qui y a trait. Maladie infantile, de la naissance à la période post-pubertaire où il devient adulte. C'est la médecine des enfants, l'enfant étant défini en droit comme tout sujet âgé de moins de 18 ans, comme le stipule l'article 1er de la Convention relative aux droits de l'enfant. Le médecin spécialisé en pédiatrie s'appelle le pédiatre. La médecine pédiatrique est très différente de la médecine d'adultes puisque s'adressant à un organisme en développement et en transformation permanente, la précocité du diagnostic est ici encore plus qu'ailleurs vitale pour la santé future de l'enfant et déterminante pour le pronostic. Et la néonatologie est la partie de la pédiatrie qui s'occupe du nouveau-né. C'est la coopération entre le pédiatre et l'obstétricien qui permet de prévenir les malformations fœtales et de traiter des maladies à la naissance. Je retiens quand même que c'est une branche spécialisée de la médecine qui étudie ou traite des cas des enfants. Des cas des enfants.
D'accord, merci De beaucoup. moins de 18 ans, comme le stipule l'article 1er. Ah, d'accord. De moins de 18 ans. Oui. C'est important. C'est très Donc, quand l'enfant a 18 ans, enfin, il n'est plus Il enfant. n'est plus enfant. Voilà. Donc, quand, je ne vais pas dire quand l'adulte a 18 ans, non. Je ne peux que dire que quand... Ah, d'accord. Quand l'individu a 18 ans, il n'est plus enfant. Ouais. Ah, d'accord. Ah, la pédiatrie, j'avoue que c'est une branche très intéressante qui fait qu'on est au contact des petits-enfants et on apprend à les voir grandir, à les voir se développer et faire des choses qui nous plaît, qui nous rend heureux. C'est pour ça que je me suis dirigé vers la pédiatrie. Certes, je ne suis pas un pédiatre, mais je travaille en pédiatrie. Oui, Donc, vous allez faire certainement votre spécialisation là-dedans, puisque le lien va se faire tout que de Dieu suite. nous prête de vie. Voilà, et santé. Alors, on va y aller avec notre thématique du jour, le développement psychomoteur. Puisque nous sommes en pédiatrie, nous parlons du développement psychomoteur chez l'enfant. Vous allez plus vous occuper de la branche motrice. C'est ça, hein? Et le psychologue de la branche psychologique, psychique et tout ce qui tourne donc autour des réflexes, de l'intelligence, des observations et tout ce que vous savez. Alors, docteur, parlez-nous-en. Dites-nous tout. La croissance chez l'enfant, ça commence par quoi? De quel début à quelle fin? C'est un sujet un peu très vaste, j'avoue, mais on va essayer d'aller de façon synthétique pour permettre aux téléspectateurs de nous suivre et de pouvoir retenir quelque chose pour également les aider à observer les enfants à la maison et pour, en cas d'anomalie ou de quelque chose qui les préoccupe, ils peuvent déjà se diriger vers le service de pédiatrie pour plus d'informations. Alors, il faut savoir que quand on parle de développement psychomoteur, on parle de l'ensemble d'acquisition de l'enfant. Que ce soit motrice, que ce soit sensorielle, que ce soit intellectuelle, que ce soit affective, de la naissance jusqu'à, je vais dire, sa majorité, pour dire jusqu'à l'adolescence. Alors, il faut savoir que quand on veut parler des phases de développement psychomoteur ou comment l'enfant se développe, à quel moment ça commence, il faut déjà savoir d'abord qu'est-ce qui peut déjà influencer, parce que lorsqu'on va commencer par aborder le développement psychomoteur en vrai, on va déjà voir quel type de pathologie peut se présenter à telle période ou à telle période. D'accord. Alors, il y a 4 choses qui peuvent influencer le développement psychomoteur d'un enfant. Alors, il y a d'abord, vous devez savoir que le cerveau, c'est le moteur qui donne tout ce qui les coordonne, toutes les activités, le développement de l'enfant. Toute situation qui va alors influencer l'intégrité de ce cerveau va alors forcément avoir une répercussion sur le développement psychomoteur de l'enfant. Okay. Vous prenez par exemple l'ITER nucléaire, par exemple. L'ITER, c'est-à-dire la coloration jaune de la peau des enfants à la naissance. C'est quelque chose qu'on prend avec attention, avec beaucoup plus de rigueur quand on voit la coloration jaune chez un enfant, parce qu'on sait que quand ça évolue vers les stades de l'ITER nucléaire, ça peut griller les noyaux gris du cerveau. Et quand ça grille les noyaux gris du cerveau, ça va être difficile pour l'enfant. Il aura des troubles neurologiques. Ça va alors empiéter sur son développement psychomoteur. Ou par exemple, quand un enfant naît avec une asphyxie, c'est-à-dire l'accouchement était trop long, et puis l'enfant a bu de l'eau, comme on le dit dans notre jargon, a bu de l'eau, ou qu'il n'arrive pas du tout à respirer, ou que le cerveau manque de l'oxygène, et qu'une partie du cerveau commence pas à s'altérer de façon parfois irréversible, là, forcément, ça va influencer le développement psychomoteur de l'enfant. Voici le premier niveau qu'il faut déjà s'occuper, qu'il faut déjà prendre en charge de façon très efficace, parce que c'est la partie qui détermine le plus le développement psychomoteur de l'enfant. C'est pour ça que quand la femme est enceinte, on essaie d'expliquer à la femme, attention, ne fais pas ci sur la grossesse, ne prends pas ci sur la grossesse, toujours pour aider l'enfant dans le ventre à mieux se développer, et quand il va sortir, pour qu'il ne sorte pas dans des situations dramatiques. Deuxième chose, il faut, quand toutes ces situations, tous ces organes sont en place, ces structures sont en place, il faut une maturation. Alors, cette maturation, généralement, va commencer de la tête, du haut vers le bas, ce qui va permettre à l'enfant de pouvoir tenir la tête, de pouvoir s'asseoir, de pouvoir se mettre debout et de pouvoir marcher. Et cette myélinisation-là, ça se fait de la tête vers le bas. Donc, ça aide l'enfant à pouvoir commencer par se mouvoir, commencer par faire des gestes, à commencer par se mettre debout et marcher au plus tard. Maintenant, lorsqu'il y a une situation qui va alors influencer cette maturation, là, ça va forcément altérer
le développement psychomoteur et la période où l'enfant est censé tenir la tête, il ne va pas pouvoir tenir la tête. La période où il est censé s'asseoir, ça va être difficile. Se mettre debout jusqu'à marcher, ça va être difficile. Donc c'est très important également de garder en tête ce niveau-là pour pouvoir mieux comprendre au fur et à mesure que nous allons revenir pour commencer par détailler les développements psychomoteurs. D'accord. Troisième chose, c'est le patrimoine génétique. Alors, vous devez savoir que il y a forcément une composante génétique qui intervient dans chaque famille avec ses réalités, avec ses particularités, avec ses maladies, avec ses transmissions de façon héréditaire, qui va forcément également participer également au développement psychomoteur de l'enfant. Comme on le dit souvent, les enfants du prix Nobel seront des prix Nobel. Donc, quelque chose du genre. Donc, quand il y a dans une famille certaines idées, certaines considérations, certains développements ou certaines attitudes, quand l'enfant naît, l'enfant aussi peut-être peut avoir cette attitude et développer cette attitude-là au fur et à mesure qu'il grandit. D'accord. Maintenant, le dernier élément. Enfant, on dit Vous êtes faux, vous. Oui, c'est en français, bon. L'âme ne tombe pas trop loin du... Enfin, le fruit ne tombe pas trop loin de l'arbre. Oui, dites-moi. Alors, le dernier élément qui est le plus important du développement psychomoteur, qui influence le développement, c'est l'environnement dans lequel l'enfant vit. Ok. L'environnement socio-culturel, l'environnement affectif. Alors, ça va fortement influencer le développement psychomoteur de l'enfant, surtout au niveau intelligent, au niveau des relations sociales, au niveau de comment l'enfant réagit envers les autres. Ça va fortement influencer. Et c'est l'exemple que si l'enfant vit dans un milieu où il n'y a que des frustrations, il n'y a que des colères, il n'y a que de la bagarre, il y a que l'enfant va forcément développer certains caractères, certaines attitudes qui vont forcément traiter à ce qu'il a vécu depuis l'enfance. André va insister là-dessus tout à l'heure. Le psychologue est là pour nous édifier là-dessus. C'est très important de garder ça en tête. Donc voilà un peu les 4 éléments qui peuvent influencer le développement psychomoteur. Donc au fur et à mesure que nous allons développer ces composantes de développement psychomoteur, vous allez déjà se faire une idée. Ah, si mon enfant est-ce que ce n'est pas, est-ce que ce n'est pas, c'est très important. D'accord, je reviens à vous le temps de poser la question à André. L'environnement, il en a parlé tout à l'heure. C'est déjà à la naissance de l'enfant que l'environnement influence sur son développement ou bien c'est en grandissant? Déjà dans le ventre. Dans le ventre. C'est ça. Depuis le ventre. Je me demande. J'ai envie de dire depuis l'œuf. Depuis l'œuf. Oui. L'enfant entend aussi l'environnement déjà depuis l'œuf clair, embryon. Parce que là, il est très fusionnel avec la mère. Donc tout ce que la mère voit, j'ai envie de dire, il voit. Tout ce qu'elle entend, il entend. Tout ce qu'elle ressent, il ressent. Et ce qui fait souvent ici, c'est que cette fusion, j'ai envie de dire, est plus ou moins spirituelle. Si je veux dire spirituelle, je ne sais pas. Je ne trouve pas de mots adéquats pour vraiment je pense qu'on voit. C'est pas la liaison cordon ombilical qui crée tout ça. Déjà, quand dans le ventre, c'est comme ils font avec la mère, il fait vraiment un en termes de ressenti, d'affectivité, d'être. C'est un. C'est pour ça qu'on dit si elle souffre, il souffre. Si elle est heureuse, il est heureux. Donc l'environnement de la mère va influencer l'enfant en ce moment-là. Donc si vous faites passer une sale période de grossesse à votre épouse, vous êtes en train de créer un monstre, plus tard qui va venir vous faire payer ça. Il ne le refoule pas, dire monstre là, vous faites peur, hein, ou bien il le cache et puis peut-être quand il va se retrouver... Bon, c'est vrai que dans le développement, on va revenir. Quand il va sortir, d'autres éléments vont concourir à ce que soit ce soit compris, ce soit pris en charge, qu'il ait compris que c'était une mauvaise période. Mais tout ça encore, ça dépend de la mère. Okay. Je m'explique. Vous voyez, vous êtes en conflit avec votre épouse, elle passe de sales moments, beaucoup de douleurs, beaucoup de difficultés, beaucoup de maladies au cours de la grossesse. Si elle estime que c'est vous la cause de sa souffrance, l'enfant enregistre que papa est mauvais. Si elle estime que c'est tel, l'enfant enregistre que telle personne, c'est vrai qu'il ne vous voit pas encore, mais il vous connaît déjà. Et dès le premier contact, il sait qui vous êtes. Vous allez constater que dès le premier contact, il va avoir peut-être rejet. Et dès que vous le touchez, vous le prenez, il va crier comme, et quand quelqu'un d'autre va venir, parce qu'il a enregistré pendant tous ces 9 mois-là que vous n'êtes pas une personne fréquentable.
Et comment il sait que c'est cette personne qui n'était pas la personne fréquentable? C'est pas la voix? Bonne question. Il y a la voix, non seulement la voix, mais comme on dit souvent, je vais parler terre à terre pour que tout le monde comprenne, c'est comme si les enfants voient au-delà de ce qu'on peut voir. Il y a un ressenti, ils ont ce pouvoir de sentir les choses. Donc, il va percevoir, puisque tout le temps, le contact que vous aviez eu avec la mère lui a suffisamment inculqué que, lui a donné qui vous êtes en fait. Je dis peut-être la belle-mère, peut-être une tante qui fait voir vraiment de toutes les couleurs. Vous allez voir que cet enfant, difficilement il va avoir contact avec cette tante. Ça va être déjà la voix. Bon, la voix, elle, tout le monde le sait. Vous parlez à votre bébé, il réagit à un certain âge dans le ventre. Lorsque vous parlez, il réagit. Il peut donner des coups de pied ou bien bon. Donc, il y a la voix qui l'entend, qui va le faire réagir. Mais il faut dire que quand on dit de faire très attention aux femmes qui sont enceintes ou qui portent un enfant, c'est plus aussi pour l'enfant. Parce que tout ce que vous faites... Maintenant, c'est la même chose. Si la femme surjoue sa grossesse, elle inculque aussi ce comportement de trompeur, de falsificateur à l'enfant. Donc, pendant qu'il est là, c'est très, très, très important. Les premiers moments qu'il parle, parce que la suite, on va dire, ben, je ne sais pas, tu as pris ce comportement doux. Ok. Allons chercher très loin. D'accord. Alors, vous évoquez un aspect que je veux bien faire développer par docteur Edou. Il a dit qu'à un moment donné, l'enfant commence à donner les coups. C'est vrai qu'on veut parler de la croissance du bébé, mais quand est-ce qu'on commence à sentir les coups de l'enfant qui est dans le ventre? Ça, c'est entre parenthèses. Oui, entre parenthèses, c'est une question très importante. Déjà, à partir de 20 semaines d'aménorrhée, la maman peut déjà sentir les mouvements fœtaux. 20 semaines, là, ça fait combien de mois? Un mois, là, c'est plus facile. En 4 mois. En 4 mois. Oui. Ok. Bon, ça aussi, ça ne varie. Hein. Il y a des enfants tellement réactifs que déjà, même avant ça, ils peuvent déjà commencer par se bousculer dans l'utérus là-bas. Donc, la maman sent déjà que ça, il bouge déjà. Donc, on parle des mouvements actifs fœtaux. Donc, l'enfant bouge. Surveillez votre corps simplement quand l'enfant bouge ou bien vous sentez que l'enfant bouge. Parce qu'il y a des grossesses où l'enfant ne bouge pas. Hein. Ah, là, on doit s'inquiéter. Ah non, pas forcément. Est-ce que c'est que la maman sait quand est-ce que l'enfant bouge? C'est la question. C'est ça. Mais dit que l'enfant ne bouge pas, lorsqu'on fait l'échographie, on dit que mouvement actif présent, c'est ce qu'on dit toujours. Ça veut dire que l'enfant bouge. Mais est-ce que la maman essaie de ressentir, ou bien est-ce que c'est une grossesse désirée d'abord? Parce que si elle ne veut pas de la grossesse, l'enfant va bouger. Eh bien, dans sa tête, elle ne veut pas que l'enfant soit là. Du coup, surveiller, ressentir l'enfant, comme le développement de l'enfant, elle ne fait pas trop attention à ça. Elle ne sent même pas la grossesse. Même pas. Parfois même des dénis de grossesse, c'est à cause de l'accouchement, c'est qu'elle se dit qu'elle n'était pas enceinte. Et c'est elle accouche quand même le même jour. On en a parlé ici. Mais quand même, à des moments donnés, il y a des femmes enceintes qui ont le réflexe de toucher au moins leur ventre. Oui. À ce moment, on sent que l'enfant bouge. Qu'est-ce qu'elle est en train de dire? En touchant, qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Est-ce qu'elle parle à l'enfant? Parce que le geste aussi, si tu veux le ressentir, il va bouger. Tu es en train de toucher. Ça va, mon bébé, tu es là, il va te répondre. C'est juste inexplicable. Hein. Ouais, c'est un phénomène que seul l'être suprême peut nous expliquer. Il y a un aspect que le docteur a souligné. Si l'enfant, c'est pour ça que j'ai dit, on va remonter très loin, déjà avant la grossesse. Est-ce que vous désirez? Est-ce que vous attendez? Ça détermine tout. Est-ce qu'on est prêt à le recevoir? Et c'est pas si vous le voulez en tant qu'homme, il faut convaincre, il faut que ce soit ensemble que vous le voulez. Parce que les premiers rejets, dès que maman sent, ah, il y a eu quelque chose à se matcher, je suis. La réaction de papa, tout de suite est enregistrée. Parce qu'elle va capter, et ah, il n'a pas accepté. Donc le message qu'elle envoie, ton père t'a rejeté, tu es à moi seul. Et si on le veut ensemble, c'est aussi autre chose. Dès que ça vient, elle lui envoie l'information comme quoi on t'attendait. Si papa revient du boulot, je l'informe que tu es là. Et vous voyez, il sait qu'il y a deux qui l'attendent. Parce que peut-être plus tard, on va en parler.
Les relations commencent d'abord duel et on va aller dans le triangle pour plus tard aller vers le social. Parce qu'il va commencer forcément avec maman. Peu importe si vous le désirez ou pas, le temps de passer, d'inclure le père dans la relation entre sa mère et lui, ça va être plus court, plus simple si le père l'avait désiré. Si maman a fait passer l'information comme quoi c'est un projet ensemble et tout ça. D'accord. Ça va être plus long s'il n'avait pas désiré. Ok, d'accord. Alors, docteur. Si l'un des deux n'avait pas désiré, parce qu'il y a des cas, c'est le papa qui veut et la maman est contrainte de garder. Voilà. Et vous allez voir aussi, il va venir, il sera très fusionnel avec son père, parce qu'il n'a pas le choix, il ne peut que grandir dans ce milieu. Mais il sait qu'il y a quelqu'un qui l'aime beaucoup plus. Et c'est toujours maman qui fait passer cette information. Oui. Parce qu'il y a quelque chose, elle ne pourra pas se mentir à elle-même. C'est ça le truc. Elle peut, de façon gestuelle, sourire alors qu'elle est fâchée de l'intérieur. Ce que l'enfant enregistre, c'est la colère de l'intérieur, pas le sourire que lui ne voit pas. Et autrement, c'est que tu n'es pas digne de confiance parce que en fait, tu es fâché et tu souris. Faisons attention à tout ce que nous faisons au cours de la grossesse. Docteur, que fait bébé entre 0 et 2 mois? On va y aller de façon graduelle. De façon graduelle, mais avant d'en arriver à... mais il faut expliquer qu'est-ce qu'on veut rechercher en 0 et 2 mois. Parce que vous ne pouvez pas dire en 0 et 2 mois et aller juste comme ça. Il faut chercher qu'est-ce qu'on veut rechercher dans chaque tranche d'âge qu'on veut aller vérifier. Ça, c'est la partie la plus importante. Alors, ça on appelle la composante du développement psychomoteur. Vous allez regarder la psychomotricité, vous allez regarder le langage, vous allez regarder l'intelligence. Psychomotricité, monnayons un peu cela. Oui, on va monnayer ça. Oui. Ensuite, vous allez regarder l'affectivité. Maintenant, si nous revenons à la psychomotricité, ça comporte également 3 choses. Le tonus de l'enfant, la motricité et son éveil. Le tonus. Alors, le tonus, c'est quoi? C'est la tension de ses muscles. Alors, quand l'enfant naît le premier jour, naturellement, il y a une partie axiale et les parties périphériques. La partie axiale, c'est-à-dire que vous prenez l'enfant, vous allez voir, vous avez vu, du moins dans la vidéo, on a essayé de prendre l'enfant pour essayer de le faire marcher à la naissance. Peut-être quand vous prenez l'enfant immédiatement, vous voyez qu'il est hypotonique, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas du tout à garder quoi que ce soit. Donc on parle d'hypotonie axiale. C'est normal pour un enfant. Et au fur et à mesure que l'enfant grandit maintenant, cette hypotonie-là va commencer par régresser pour laisser place maintenant à la myélinisation que j'ai expliqué au départ, qui va permettre à l'enfant alors de garder la tête. En fait, après avoir gardé la tête, il va maintenant garder la hanche et s'asseoir et pouvoir maintenant commencer par tenir des objets et se lever. Ensuite, maintenant, tout seul se lever et marcher. Donc, ça, c'est ce niveau. Maintenant, deuxième chose, quand l'enfant naît, il est hyper... En fait, les membres là sont en contraction. On parle que l'enfant est en quadriflexion. Donc, hypertonie là, l'enfant, les membres, vous allez voir, quand l'enfant naît, il a les pieds, la main fléchie, les jambes également fléchies. Donc, on parle de quadriflexion de l'enfant. Ça là, il faut au fur et à mesure maintenant que l'enfant grandit, il va commencer par laisser cette rigidité-là progressive pour permettre aux membres de s'étendre, des membres de grandir, ainsi de suite, de commencer même par ne pas prendre les objets, passer un objet de notre main au fur et à mesure. C'est ça qu'on va maintenant évaluer au fur et à mesure que l'enfant grandit dans les tranches d'âge que vous voulez évoquer. D'accord. Alors, en dehors de ça, on va maintenant revenir à la motricité. Là, la motricité, c'est comment l'enfant représente. En fait, ça représente des façons dont l'enfant se déplace, se meut. En fait, il se meut, il se tient, il se bouge, il se déplace, il gesticule. Alors, vous devez observer, parce que si votre enfant est totalement apathique et qu'il est tout le temps couché là, sans se bouger, sans se mouvoir, vous devez commencer par s'inquiéter. Alors, à la naissance, il y a des réflexes qu'on vérifie, on appelle ça des réflexes archaïques. Les moraux, les gaspillins, vous avez vu, ils ont mis de tétine dans la bouche de l'enfant pour voir comment l'enfant suce. Tout ça, c'est ce qu'on vérifie. Est-ce que l'enfant a la succion? Est-ce que l'enfant a le réflexe de pouvoir faire quelque part quand on essaie de le faire marcher? Donc, tous ces réflexes sont vérifiés. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, on évalue ça selon les tranches d'âge pour savoir est-ce que son développement évolue comme cela se doit. Donc, rien ne vous échappe au fait en pédiatrie. Je pensais que c'était juste pour faire la vidéo qu'on a vu ces éléments-là, mais c'était des exercices importants à la croissance de l'enfant. C'est très important et c'est surtout bien vrai que sous nos cieux, ce n'est pas vraiment considéré par les parents parce qu'à la fin, quand l'enfant sort de l'hôpital, on disparaît. Ensuite, maintenant, tu les revois peut-être à 6 mois ou à 7 mois directement comme ça, quand l'enfant est malade en plus. Oui. Donc, le suivi d'une nourrisson, c'est dont je parle souvent sur ce plateau, il n'y a pas vraiment. Il faut se retrouver peut-être dans une ville ici pour voir quelques parents qui comprennent
Pourquoi il faut aller voir un pédiatre à chaque période de développement de l'enfant pour voir s'il y a une anomalie ou pas. C'est peut-être à 2 ans quand l'enfant ne marche pas que tu vois un parent pour dire que vous faites mon enfant ne marche pas. Mais de 0 à 2 ans, vous étiez où? Qu'est-ce que vous avez été fait? Rien. Ils ont disparu simplement de l'hôpital parce que l'enfant n'avait rien. Pourquoi on ira à l'hôpital pour aller payer de l'argent pour les consultations? En fait, c'est le réflexe qu'on n'a pas qui fait que c'est des choses qu'on évalue au fur et à mesure que l'enfant grandit, à chaque période de l'enfant. Docteur, si vous permettez, ce qu'il faut dire aux parents ici, c'est que plus tôt vous allez consulter pour votre enfant, plus tôt on détecte le mal, plus vite ça va se résoudre. Donc plus ça va s'étendre, même si c'est une maladie pédiatrique, plus ça va s'étendre, plus difficile ça va devenir. Donc le fait qu'on découvre que l'enfant aura ou a déjà des difficultés motrices à 2 mois, à 3 mois, c'est mieux que de le découvrir à 18 mois, à 2 ans. D'accord. Moi, ma question pour le docteur, c'est est-ce qu'il fait un développement d'abord? On va le laisser finir son développement, sinon il risque de perdre. Et vous allez dépenser moins quand on le découvre plus tôt. D'accord. C'est vrai. Continuez. Voilà. Ensuite, maintenant, on vérifie la façon dont l'enfant tient les objets. L'appréhension. Ça, c'est toujours entre 0 et 2 là. Autour de 3 mois, 3 à 4 mois. 3, ok. Donc, à 3 à 4 mois, il faut vérifier. Donc, il va d'abord commencer par, vous allez voir, de ce côté, le côté médial de la main, il va commencer par prendre les choses comme ça. Ensuite, maintenant, ça va venir jusqu'au niveau du pouce. Et toute la main va commencer par prendre l'objet. Et on parle du doigt magique de l'enfant. La main magique, vous mangez quelque chose là, il saute sur soi maintenant, il arrache. Donc ça, tout ça là qu'on évalue au fur et à mesure. Vous allez voir dans la vidéo, on a remis un ballon devant l'enfant pour voir est-ce qu'il ira chercher. Donc il essaie d'aller prendre. Donc tout ça là, c'est des trucs qu'on évalue au fur et à mesure que l'enfant grandit. Donc de 3 à 4 mois, la prise cubitale, ensuite maintenant le radial, au bout de 9 mois, l'enfant peut déjà prendre. Et au bout de 7 et 8 mois, déjà, il peut déjà passer d'un ombilic à une autre main. Donc on va revoir ça dans les développements selon les tranches d'âge. Okay. Ensuite maintenant, quand l'enfant, on va vérifier tout ça, on vérifie l'éveil de l'enfant. Donc l'éveil de l'enfant va alors augmenter de façon progressive au fur et à mesure que l'enfant grandit, il sera de plus en plus éveillé. Donc si votre enfant n'est pas éveillé, qui tout le temps il dort, qu'il ne s'intéresse à rien dans son entourage, vous devez déjà commencer par se poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas avec mon enfant? D'accord. Maintenant, la deuxième composante, c'est le langage. Donc si on doit évaluer selon les périodes, il faut évaluer le langage de l'enfant. Alors, c'est la communication verbale de l'enfant. En fait, ou sa capacité à exécuter, c'est des ordres simples que vous lui déposez un objet maintenant, ou vous lui posez une question, il va faire au moins quand même il réagit à ce que vous dites. Cette capacité-là, il faut savoir l'évaluer selon les tranches d'âge de l'enfant pour savoir à quel niveau il y a des problèmes. Alors, vous devez savoir à la naissance, les bébés ont des cris. Des cris de nouveau-né, on appelle ça l'évagissement. Donc, de 0 à 6 semaines de vie, c'est-à-dire 1 mois et demi. L'enfant peut toujours émettre ces cris-là, qui, depuis sa naissance jusqu'à 1 mois et demi, peut toujours continuer à émettre ces cris. Ensuite, là, vous avez la vocalisation, où l'enfant est en train de chanter en façon sans mots. Ah bon, l'enfant chante? Oui, sans mots. En fait, il fait des trucs, vous allez entendre comme si les sons, il émet des sons comme s'il est en train de chanter. D'accord, dit comme ça, oui. Voilà. Ça, là, je connais. Donc, ça, c'est important pour un enfant de pouvoir suivre ça chez un enfant. Est-ce que mon enfant fait ça ou il ne fait pas ça? Ensuite, vous avez les gazoulis. Ça, c'est les murmures carrément de l'enfant. Ce n'est pas que c'est quand l'enfant fait ça, c'est pas que c'est mauvais ou l'enfant a quelque chose forcément. Ça fait partie de son développement psychomoteur. Ensuite, maintenant, vous avez l'allation. Ce qu'on appelle l'allation, c'est-à-dire que les sons maintenant s'articulent. Vous entendez les sons maintenant qui commencent par s'articuler. Donc ça, c'est déjà au bout de 7 ou 8 mois. Comme ça, vous allez commencer à entendre des sons articulés. Donc, quand on quitte à ce stade-là maintenant, on va maintenant revenir à la période où l'enfant déjà commence même pas par prononcer des syllabes. On va revenir. Oui, on va revenir sur tout ça. On va commencer des syllabes, répéter maintenant les mots. D'abord, c'est là qu'on se répéter les syllabes là, ensuite maintenant répéter des mots, ensuite maintenant commencer par construire des phrases et commencer même pas maintenant par mettre je, ensuite de suite maintenant. Comme ça, l'enfant on évalue au fur et à mesure que l'enfant grandit jusqu'à élaborer des phrases complètes, des idées complètes à élaborer déjà il y a 3 à 6 mois. C'est vrai, les âges qu'on donne, c'est pas quelque chose d'absolu.
ou de figer. Et ça dépend de l'enfant. Et ça dépend de l'enfant. Ça dépend des composants dont j'ai cité au départ, de la naissance, des situations qui l'entourent, de l'hérédité de l'enfant. Ça va varier d'une famille à une autre. Donc, il ne faut pas se figer que si mon enfant ne s'assoit pas, par exemple, à 6 mois ou bien qu'il ne tient pas la tête à 3 mois, rond, c'est qu'il y a un problème. Il faut justement de retourner voir les situations qui accompagnent cet enfant pour s'assurer, est-ce qu'il ne va pas, est-ce que c'est pathologique ou est-ce que l'enfant va finir par tenir la tête. Tout ça là, c'est quand vous allez en consultation qu'on pourra vous aider à évaluer ces éléments-là pour vous permettre à ce qu'on évalue, on permette à l'enfant de, comme le psychologue le dit, plus tôt on découvre qu'il y a un problème, plus vite on essaie de corriger, moins vous dépensez. Mais plus tard que vous revenez, d'abord déjà quand c'est tard, on ne peut pas vous faire une promesse que ça va se corriger. Ensuite, maintenant, vous allez dépenser plus que ça. Vous allez parcourir plus de spécialistes qu'au départ. Du coup, parfois, ça amène certains parents même à démissionner. Parce qu'ils se sentent que, bon, franchement, l'enfant là me fatigue carrément. Et il abandonne l'enfant à son sort et l'enfant se démène pour survivre. Et forcément, les répercussions vont se remarquer quand il va commencer par grandir. Et de façon psychologique, personnalité, tout ça là, ça va se remarquer. Sa relation avec les autres également sera influencée. Du coup, tout ça là va conditionner l'adulte du futur. D'accord. Voilà. Nadège, je vous écoute. Nous vous écoutons. Je ne suis pas spécialiste de la chose, mais j'ai vu faire. Je voudrais savoir, docteur Raison, tout à l'heure dans votre développement, vous avez parlé du fait qu'il n'y a pas un contrôle systématique après accouchement, si je comprends bien. Les parents ne viennent pas souvent en contrôle et tout ça. Donc, je me demandais si, est-ce que déjà à l'hôpital, vous leur en avez parlé, c'est-à-dire, est-ce qu'ils sont au courant qu'à un moment donné, il faut venir? Parce que quand c'est pour après accouchement, quand c'est pour les vaccinations, ils savent qu'ils doivent aller pour les vaccinations. Est-ce que quand ça concerne la pédiatrie, est-ce que vous en parlez vraiment pour qu'ils comprennent qu'ils doivent passer à l'hôpital? C'est une question très importante et la réponse également sera à la hauteur. Bien sûr. Nous vous écoutons. Parce que, vous savez, on a déjà cette habitude-là, dans notre culture en griffe, de penser que tout va bien. Pourquoi j'irais dépenser de l'argent pour faire voir alors que mon enfant n'a rien? Déjà, même à l'accouchement, tout enfant qui sort doit passer par la pédiatrie. Sauf si on se retrouve dans des zones où il n'y a même pas de service de pédiatrie. Mais quand même aujourd'hui, il y a assez d'efforts pour que dans chaque zone où on accouche, qu'il y a quelqu'un au moins qui a l'expérience en pédiatrie qui voit l'enfant à la naissance. Mais quand on dit voir l'enfant à la naissance, c'est vrai que, en tout cas moi j'ai fait des propositions pour que déjà même à l'accouchement, les soins, les prix de l'accouchement que les gens payent, qu'il y a déjà la consultation pédiatrique à l'intérieur. Pour ne pas dire aux parents ensuite maintenant, amener l'enfant en pédiatrie, aller payer une autre consultation là-bas pour faire voir l'enfant. Donc ça crée toujours ce genre de problème parce que quand on remet l'enfant aux parents, aller en pédiatrie, les parents sortent de l'hôpital, ils ne vont pas en pédiatrie. Ils rentrent directement chez eux. Maintenant, celui qui est rentré ou celle qui est rentrée chez elle directement avec l'enfant, vous voulez qu'on lui explique comment? Il faut déjà qu'il vienne. Il va en passer à la vaccination parce que c'est gratuit. La vaccination est gratuite. Donc il y va, elle y va, elle ne paye rien. Mais s'il doit revenir en pédiatrie pour qu'on les amène l'enfant, pour qu'on lui explique les choses, il va falloir payer. En fait, c'est le mot payer là qui pose toujours des problèmes dans nos contextes. À certaines personnes, à certaines couches. Voilà. Du coup, c'est même parfois des personnes, pas quand vous dites couches là, parfois je ne suis pas d'accord. Parce qu'il y a même des gens qui ont assurance et qui font les mêmes choses. Peut-être qu'il faut leur expliquer l'importance de la pédiatrie. Oui. Si vous ne l'avez pas expliqué, même nous ici sur ce plateau, on ne saurait pas que le fait de mettre la tétine dans la bouche de l'enfant est un geste important. Le fait de le mettre sur pied déjà à la naissance pour voir sa motricité est un geste important. Peut-être que c'est un manque de sensibilisation, un manque d'information qui peut-être gâte les choses. Moi, je pense que c'est peut-être un manque d'information et ces émissions justement contribuent à cette sensibilisation-là pour que les parents prennent la mesure de la chose. Au début, j'avais pensé que aussi parfois que c'était un manque d'information. Au fil du temps que je me suis impliqué, me mouille le maillot tous les jours pour passer les informations, pour sensibiliser. En fait, j'ai compris en fait que ce n'est pas question de manque d'information. Il y a la plupart qui ont l'information, mais le réflexe d'aller le faire, ça là, ça manque. Vous savez, dans la prise en charge d'une pathologie, il y a des niveaux de retard. D'abord, retard de prendre des décisions. Parce que je suis malade, il faut que je me soigne. Le retard de prendre des décisions de me soigner là, ça peut être fatal. D'abord de reconnaître que je suis malade. Qui reconnaît que je suis malade, ça c'est encore un niveau. Avant de prendre la décision. Maintenant, de s'y rendre. Maintenant, si vous ne venez pas, on ne peut pas
aller dans les domiciles, aller chercher l'enfant parce qu'on ne sait même pas, parce qu'on savait même que l'enfant était malade ou que l'enfant a un problème. Non. Quand l'enfant sort de l'hôpital, les sages-femmes toujours écrivent dans le carnet consultation pédiatrique. Amenez l'enfant à la pédiatrie. Quand vous prenez tous les carnets d'accouchement aujourd'hui, vous allez trouver cette phrase-là en bas de la partie où on a mis l'accouchement. Parce que c'est une obligation et elles le savent, les sages-femmes. Maintenant, quand ils finissent d'expliquer aux parents, les parents disparaissent simplement avec l'enfant. Maintenant, les systèmes où ça prend un peu, c'est la césarienne, parce qu'on sait que quand on sort l'enfant, il faut passer l'enfant à la main du pédiatre qui va les amener pour voir après la césarienne qu'est-ce que tout va bien avant de pouvoir remettre l'enfant aux parents. C'est bien vrai que dans nos contextes également, ça flotte toujours parce que si on doit faire la césarienne et remettre le bébé, elle dit amener l'enfant à la pédiatrie en même temps. Il y a certains parents qui prennent le bébé et qui le gardent. Ah bon? Oui, des heures après, tu vois un enfant totalement pas dans le couloir simplement. Mais c'est quoi ce bébé-là? On dit c'est la césarienne. Mais l'enfant ne respire plus. Là, on arrache le bébé dans la main des parents pour courir pour aller réanimer le bébé. On dit non, j'ai déjà assez dépensé, moi je ne veux plus. Je ne veux plus dépenser. C'est la phrase de tous les jours en pédiatrie. Non, j'ai déjà dépensé, je ne veux plus payer, je ne vais pas plus payer encore en pédiatrie pour l'enfant. Pourquoi on ne peut pas avoir l'enfant tout seul? Bon, c'est deux services différents. Ah bon. Et puis, oui, monsieur Alifou. Il y a aussi, si vous permettez, il y a aussi cette, j'ai envie de dire, cette mauvaise volonté ou mauvaise interprétation des choses. Ça nous arrive aussi. Déjà, les parents assimilent la pédiatrie à la maladie. Envoyer mon enfant en pédiatrie, c'est qu'il est malade. C'est qu'il est malade et il y aura des dépenses. Donc, quand on interprète ou qu'on on est dans cette vision-là, c'est difficile de laisser aller. Non seulement ça, mais l'autre chose qu'il faut prendre en compte ici fortement et qui tue les efforts, j'ai envie de dire, des prises en charge sous nos cieux, ce sont les pesanteurs socio-culturels. Où, comme l'enfant respire et a déjà crié, on pense que, quelles que soient les difficultés qu'il aura, il y a solution à la maison. Il y a quelqu'un, quelque part à la maison, avec une feuille, avec quelque chose, qui fera quelque chose, qui sait quelque chose. On ne dit pas que ça ne marche pas, hein? Non. C'est pas ce qu'on dit. Non, pas du tout. Mais ce qu'on dit, c'est que souvent, on est déjà dans un milieu où on a la possibilité d'avoir cette opportunité. Mais on refuse. Et comme le docteur a dit, le temps de transporter l'enfant, de remplir les formalités et d'aller dehors, vous perdez déjà le temps. Si éventuellement, vous sortez de là en disant, votre enfant se porte bien, c'est normal. Vous allez maintenant, vous êtes plus tranquille. Mais on se dit, comme c'est à l'hôpital et qu'ils sont en train de chercher l'argent, quel que soit l'état, ils vont forcément trouver quelque chose. Ils vont forcément prescrire quelque chose. Bon, comme il explique, je pense qu'il y a des étapes. Et pour vous garantir que l'enfant, parce que le médecin qui va te dire que l'enfant se porte bien à 1 jour, 2 jours, je ne vois pas ce médecin qui va prendre cette responsabilité de dire il n'a aucun problème. Il doit pouvoir faire une panoplie d'examens pour pouvoir confirmer. Parce que demain vous allez dire le médecin nous a pourtant dit que il va bien. Et si on cherche bien, ce médecin doit être, si l'enfant a un souci vraiment grave, ce médecin doit être poursuivi. Donc pour responsabilité légale, il va prendre les mesures qu'il faut. Et c'est ça que nous fuyons en disant malheureusement il y a quelqu'un quelque part qui fera quelque chose. Mais ce qu'on remarque, et ça, permettez-moi de le dire, mais souvent ça nous arrive aussi en psychiatrie, c'est que il y a un petit malaise, on va tourner chez les tradis, tourner pour aggraver cela. Et c'est quand on n'a pas de solution, on vient ici. Quand on a un petit soulagement, on retourne encore là-bas. Et le fait de faire ces allers-retours complique la situation de départ qui peut-être était une situation bénigne. Ok. D'accord. Merci André. Oui, docteur, vous allez continuer avant que André ne prenne sa question que j'ai pour lui. Oui, avant de passer ce niveau-là,
Vous savez, il y a un exemple que je donne souvent. La femme, elle est enceinte, et en griffe, le mari n'est jamais fidèle, en griffe aussi. Ensuite, il ramène les infections et que la femme fait des infections à répétition sur sa grossesse. Et même le jour de l'accouchement, la veille, elle a fait une fièvre à 38, 39 degrés, qu'on a essayé de calmer. Elle a accouché dans ça comme ça. Bon, l'enfant a crié à la naissance. Il n'y avait pas de problème. Bon, pour les parents, l'enfant a crié, il n'a rien, c'est qu'il est en bonne santé. Alors, pourquoi aller en camp pédiatrique sans savoir que l'infection néonatale, materno-fétale, là, c'est quelque chose de très grave, que si la maman a fait l'infection, que l'enfant l'a pris en sortant, tout de suite, l'enfant ne va pas manifester les signes. Vous allez prendre l'enfant et rentrer, 24 heures ou 48 heures après, l'enfant va commencer par chauffer terriblement. Il va commencer par convulser. Le temps d'arriver à l'hôpital, c'est souvent trop tard. Peut-être les gemelles a déjà migré dans les méninges. Et maintenant, ça donne déjà une méningite. Et on connaît le poids de la méningite chez un enfant et les répercussions sur son développement psychomoteur. Donc, quand on dit qu'il faut toujours aller en pédiatrie, c'est que c'est nécessaire pour voir est-ce que tout va bien chez l'enfant, est-ce que vous pouvez rentrer, quand est-ce que vous allez revenir pour réexaminer encore une fois l'enfant, parce qu'il y a des signes qu'on peut-être ne va pas voir tout de suite à l'accouchement, que c'est 24 heures après que les signes vont apparaître. On dit rentrez, revenez demain à la même heure, on réexamine l'enfant pour voir est-ce que les signes ont apparu. Je pense que, comme on le dit tous les jours, comme les plateaux comme ça existent toujours pour continuer à sensibiliser la population. C'est vrai, il y a certaines pratiques qu'on faisait avant, il y a des gens qui essayaient de se débrouiller, mais aujourd'hui on peut faire mieux. Et on peut faire mieux là, qu'on doit intégrer dans notre comportement, dans notre façon de faire, pour donner plus de chance à l'enfant de mieux grandir, de mieux être plus intelligent, de mieux plus avoir la capacité de faire tout ce qu'on a appelé blanc en griffe. Ils arrivent à le faire, c'est parce qu'eux, ils ont déjà dépassé ce niveau et ils offrent le meilleur soin à l'enfant dès la naissance et il grandit dans de bonnes conditions. C'est pour ça qu'il devient un adulte meilleur, un adulte productif pour la nation. Donc voilà un peu ce que j'ai ajouté. Maintenant, si je continue sur la composante à évaluer au niveau, donc il y a également l'intelligence qu'on va évaluer. Et au niveau de l'intelligence, c'est la capacité de l'enfant à réfléchir, à s'adapter à une situation donnée. Donc cette intelligence va déjà partir de la naissance. Ensuite, au fur et à mesure que l'enfant grandit, il va commencer par passer à l'intelligence logique, abstraite, ainsi de suite. Donc on va revenir développer plus tard avec le psychologue. Et je suis d'ailleurs à lui. André Ali Ronon, quels sont ces comportements qu'on doit observer chez l'enfant pour être sûr que nous avons un enfant en bon état, si on peut le dire comme ça, à part tout côté motricité que le docteur Edouard a cité? La première chose qu'on surveille souvent, c'est le rire. Il faut regarder un peu comment il pleure. Et il doit rire et comment il rit. Son regard. Parce que, oui, justement, on ne fait pas assez attention. Dès que... Bon, quand l'enfant est dans le ventre, peut-être on se préoccupe un peu plus. Mais dès qu'il sort, c'est comme si... Je suis libéré. Et donc, je suis libéré, je vais m'occuper d'autre chose. Alors que l'adulte de demain dépend des soins que vous donnez maintenant. Et comme on le dit, en fait, ce n'est pas à donner des soins de façon perpétuelle. Donnez-lui les bases. Vous voulez que votre étage, votre maison, votre édifice, votre étage tienne, que ça ne tombe pas au cours d'une tempête ou quelque chose, il faut déjà que la fondation soit vraiment solide et capable de porter le poids. Donc c'est de ça qu'il s'agit ici. Il faut mettre une bonne fondation. Donc oui, malgré les taquineries, vous le lavez, vous faites tout, l'enfant il est là, il vous regarde, il dit rien, il rit pas, il pleure pas, mon enfant est sage. Il y a bien, mais il pleure pas, hein. Tu peux le laisser là toute la journée, il va pas dire quelque chose. Tu fais tout ce que tu veux. Est-ce qu'on peut aussi, c'est bon, hein, il est sage, mais est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce normal? Est-ce vraiment normal? Est-ce vraiment la sagesse? Qu'est-ce qu'il a? Parce qu'un enfant normal, il va pleurer, il va crier. Parce que là, la seule chose, son langage, comme on l'a dit, jusqu'à un certain âge, ce sont les pleurs. Pour vous dire qu'il a faim, c'est pleurer. Pour vous dire qu'il est content, il rit. Donc, on doit quand même surveiller cela. Je suis un docteur et tout maintenant. Oui. La dernière composante qu'on va également évaluer, c'est l'affectivité de l'enfant.
sa capacité à avoir des relations envers les autres enfants, sa mère d'abord, ensuite son père qui va former le triangle, ensuite maintenant les frères et sœurs, ensuite maintenant les choses de l'entourage. Et cette capacité-là, il faut l'évaluer au fur et à mesure que l'enfant grandit. Déjà à 3 mois, il faut l'enfant prendre conscience du visage de sa maman. Ensuite, maintenant, après le visage de sa maman, il a commencé par avoir une mémoire. Donc, il reconnaît que ce visage, c'est le visage de ma maman. Après, il peut maintenant reconnaître le visage de son papa, de ses frères et soeurs. Quand il voit, il sourit, parce qu'il sait qu'au moins, c'est là, c'est avec lesquels. C'est pour moi, c'est ce qui me protège, ça. Maintenant, déjà, à 9 mois, déjà, l'enfant va commencer son angoisse. Il avait la peur de l'étranger. Quand il voit un nouveau visage, il va catégoriquement refuser de s'accrocher. Peut-être avec le temps que la personne devient plus en plus proche de la famille maintenant, il commence par céder progressivement et s'accroche également à la personne. Donc, cette période-là également, il faut l'évaluer. Ensuite, l'enfant va passer à la négation. L'enfant dit non à tout ce que vous lui demandez. Ou bien, ne fais pas ça, non, je vais faire. Il dit non à tout. Donc, c'est la phase de négation. Tous les enfants passent par là. Donc, c'est pas parce qu'un enfant le fait qu'il faut sortir bâton maintenant et lui casser un pied ou quelque chose. C'est son affirmation de soi. C'est ils sont en train de s'affirmer. Donc, il faut respecter sa capacité, ça va de s'affirmer. Il faut respecter également parce que ça, il vous respecte, vous devez le respecter aussi en retour. Ensuite, après ça, maintenant, l'enfant va prendre les consciences de son sexe déjà 3 ans, 3 à 6 ans. Maintenant, c'est là que naît le complexe d'Oedipe. Qu'il faut vraiment faire attention, en tout cas le psychologue est là pour me détailler ces complexes d'Oedipe. Ensuite, maintenant, l'enfant passe à la phase de latence où il passe à l'adolescence. Ça, c'est un autre niveau encore. Il faut un autre plateau pour venir développer ce niveau-là. Ça, c'est aussi géant. D'accord. Alors, pour tout ce préalable qu'on a fait, est-ce qu'on peut donner déjà des périodes? L'enfant tient sa tête à quel mois? 3 mois, c'est ça? Oui. À 3 mois. Quand on connaît tout ce qu'il faut évaluer, maintenant, on va revenir maintenant à chaque période. Qu'est-ce que l'enfant doit faire? Et à quel moment on peut s'inquiéter, qu'on va finir par dire à la fin, à quel moment il faut s'inquiéter quand l'enfant n'a pas ci, quand l'enfant n'a pas ça. Allons-y. Alors, de la naissance, j'ai dit que l'enfant, la motricité, voit l'enfant a une hypotonie axiale, il a une hypertonie des membres. Ensuite, maintenant, il gesticule, il a l'évanouissement, c'est-à-dire les cris du nouveau-né, il a tout ça. Et l'enfant, quand il dort parfois, il sourit aux anges. À ce qui paraît. Un griffe, il sourit aux anges là. Donc, les souris là, on observe ça chez l'enfant. On regarde, on observe déjà dès la naissance chez l'enfant. Il ne fait que sourire. Il fait que sourire. Maintenant, lorsqu'on vient maintenant à 3 mois, là, l'enfant, bon, 2-3 mois déjà, l'enfant est capable de tenir la tête. Bon, quand on dit 2 à 3 mois, il ne faut pas s'attendre. Rigolo à 3 mois. Ça peut dépasser un peu, ça peut aller à 4, donc ça peut aussi se faire plus tôt. Donc chaque enfant est unique et puis en fonction de ce qu'il a reçu déjà avant la conception, pendant la conception et à l'accouchement, ça va lui permettre de mieux se développer. Ensuite, les cris également, on observe. Ensuite, maintenant, le sourire également, il faut observer. Ensuite, maintenant, il faut aussi regarder l'intelligence. L'enfant commence par donner des intérêts à des images. C'est pour ça qu'il dit, on reconnaît déjà la face de sa maman, le visage de sa maman, le visage des autres. Il y a déjà un objet dans la maison, il commence par fixer, il commence par regarder, il commence des couleurs, il commence par observer des couleurs, il commence par suivre le regard. Donc, il faut évaluer tout ça à 3 mois quand l'enfant, c'est pour ça, dès la naissance, il faut revoir l'enfant immédiatement. Ça, tout dépend des situations de naissance de l'enfant. On peut revoir l'enfant 1 semaine après, ou bien lui demander de revenir à 1 mois, ou bien lui demander de revenir à 3 mois au fur et à mesure que l'enfant grandit. Donc, à chaque étape, on évalue ces éléments-là. Maintenant, lorsque l'enfant passe à 6 mois, il faut également évaluer est-ce que l'enfant déjà tient la tête. Ensuite, maintenant, il doit s'asseoir. Oui, donc, absolument. s'il tient la tête, il doit s'asseoir. Donc, il faut voir est-ce qu'il a la capacité de maintenir sa hanche pour pouvoir rester assis progressivement. Et si c'est le cas, on continue à suivre. Ensuite, dans ça, donc ça, c'est à 6 mois. S'asseoir. Il doit pouvoir s'asseoir déjà à 6 mois. Il doit pouvoir s'asseoir, c'est un mot que... Ah, d'accord. Il doit commencer. Il peut. Ah, d'accord. Vous avez raison. Hein? Sinon, on va être vraiment regardant là-dessus. Même autour de 3 mois, 4, il faut déjà aussi surveiller ses mouvements dans le lit. Il se retourne. Il se retourne. Voilà. Est-ce qu'il est un peu hyperactif dans le lit, bouge. Voilà. Donc, il peut s'asseoir à partir déjà de 6 mois. Vous devez observer. Il peut déjà s'asseoir à 6 mois. Il peut même déjà s'asseoir à 5 mois. Tout dépend de chaque enfant. Donc, bien sûr. Il faut valider tout ça. Ensuite, maintenant, il faut regarder l'intelligence. Il ne faut pas le forcer à s'asseoir à 2 mois, à 3 mois.
Pas du tout. 2 mois. 3 mois. Bon, Il y a moi des- j'ai vu ma maman faire, on met des coussins dans un C'est carton. ça, il ne faut pas le pour- forcer. Bon, on peut l'aider, on le force pas, on l'aide. Vous savez, un enfant qui a envie de s'asseoir, on n'a même pas besoin de De l'aider. l'aider, ok. Il ne veut même pas rester couché, c'est lui-même qui tient les choses pour revenir en position assise. Là, vous savez que l'enfant veut s'asseoir. Mais si c'est vous qui l'obligez, il faut comprendre dans quelle situation l'enfant est né. Par exemple, un enfant qui a fait une méningite ou qui a fait et que vous voulez le forcer à s'asseoir, c'est vous qui avez encore aggravé sa situation. Ou bien il a fait une macrocranie, la tête est un peu plus lourde, ce qui fait qu'il a du mal à tenir, que vous l'obligez, vous risquez maintenant de luxer ces articulations du coude parce que l'enfant ne va pas vraiment tenir la tête, c'est vous qui le forcez à tenir À la le tête. faire. Donc, ces genre de cas, par exemple, il faut l'apport des kinésithérapeutes pour vous aider à faire des petits mouvements, pour lui montrer comment faire, pour pouvoir aider cet enfant à mieux récupérer. Ok. Donc, ne forcez pas l'enfant à faire ce que vous avez envie. Laissez l'enfant faire ce qu'il a envie de faire au moment où il a envie de le faire. Parce qu'il a l'information. Non, Donc, et mieux- tôt et ou mieux tard, il doit encore, pouvoir le faire. L'enfant apprend par imitation. Ok. À cet âge, il apprend par imitation. Il vous voit faire, il veut faire fait. comme. Donc la meilleure manière peut-être de dire, il va vite marcher, il va vite s'asseoir, c'est que s'il est dans un environnement où il y a beaucoup d'enfants qui courent, qui marchent, qui viennent, il veut faire comme il veut les suivre. Donc automatiquement, il met en branle tout ce qu'il faut pour pouvoir suivre ses aînés. D'accord. Donc, en dehors de ça, l'intelligence également, il peut évaluer. Les images, déjà, ils reconnaissent déjà les images. Ils peuvent déjà préférer une image à une autre. Les couleurs, ils peuvent déjà identifier les couleurs, aimer une couleur par rapport à l'autre. Si vous lui présentez ça là, il va faire comme s'il n'a pas vu. Mais vous présentez telle chose, là, l'intérêt est là. Donc, au fur et à mesure, il faut essayer d'évaluer ça chez votre enfant. Donc, quand l'enfant va passer maintenant à 9 mois, déjà, à 7 mois, déjà, l'appréhension commence déjà progressivement jusqu'à que l'enfant permet de pouvoir garder les objets, attraper les choses, passer maintenant un objet d'une autre main à une autre main. C'est là qu'il faut faire attention surtout aux parents. Parce que quand on dit les doigts magiques de l'enfant, c'est-à-dire cette préhension-là, vous pouvez mettre la bouillie chaude là maintenant, Il va mettre. il va l'arracher et il va se renverser la bouillie chaude sur le Bien corps. sûr. Donc, vous Vous faites mettez un peu une lame là, un couteau va là, chercher un couteau là, il va il prend. attraper. Parce qu'il va là, quand vous mettez votre doigt dans sa main, vous voyez qu'il serre très serre. fort. Donc, il appliquera la même force sur tous les objets. C'est pour ça qu'il faut Voilà, faire attention. donc il faut faire très attention pour que ce ne soit pas nous-mêmes qui allons provoquer des lésions. Parce que même il y a quelques jours maintenant, j'ai eu un petit Occasion. cas là, que l'enfant a pris carrément la bouillie. Bon, on a chauffé l'eau pour pouvoir le laver, mais la maman, le temps d'aller prendre peut-être couche ou des savons, elle a dit qu'elle voulait aller prendre, l'enfant a tiré le Oh là là. seau d'eau. Donc ça s'est carrément renversé sur tout son corps. C'est bon, finalement, c'est pas ce qu'ils sont devenus parce qu'on a dû les référer au CNH ou au Grand Brûlé. C'est très compliqué, donc il faut faire très attention. Oui, t'es super À cette chaud, période-là, là. ils sont tellement éveillés, ils ont tellement envie de découvrir des choses. Encore qu'aujourd'hui, les enfants de maintenant sont tellement hyper actifs qu'il faut faire très attention. En moins geste là, ils sont déjà en train d'arracher des choses et que vous ne faites pas attention. Hier, bon, on dit souvent on a été trop sages. Les enfants d'hier ont été vraiment sages. Mais aujourd'hui là, Ils sont aussi sages. ils sont aussi sages à leur façon, à leur relation. Mais si vous voulez faire comparaison entre là-bas et ici, vous allez vous partir à côté. Donc il faut s'adapter à leur période et faire très attention parce que là, vous avez besoin beaucoup plus d'attention qu'avant pour pouvoir garder un œil sur les enfants. Aujourd'hui, on connaît la génération Android. Quand un message est rentré où on est déjà préoccupé pour répondre, où la personne nous fait sourire déjà, la personne commence déjà à sourire tout jusqu'au niveau du cou. Il a déjà oublié que là, il a déposé quelque chose qu'il ne faut pas que l'enfant touche. C'est quand l'enfant commence à crier qu'elle sorte maintenant de son téléphone et Vous remarque allez que voir ce qui se passe. l'enfant, c'est déjà trop tard. Donc il faut être très attention, il faut être beaucoup plus vigilant avec les enfants à cette période. D'accord. Donc lorsqu'on descend maintenant à 9 mois, tout ça là, maintenant l'enfant commence pas à prononcer quelques mots. Donc en fait, il y a des... C'est vrai, il y a beaucoup de choses à surveiller, mais de façon clé, il faut déjà commencer par savoir qu'est-ce que vous devez rechercher votre enfant à tel moment. Le reste, quand vous allez venir à l'hôpital, on va évaluer tout ça. Donc, déjà à 9 mois, l'enfant doit commencer par tirer les trucs objets. et se lever. C'est-à-dire, il essaie de se mettre debout. Il essaie, Il d'accord. essaye de se mettre debout. Et ne le forcez pas forcément le prendre pour le... Mais parce que là, il y a des enfants, par exemple, qui sont en griffe à pouchou, comme on l'appelle, et qui ont bien Enfin, ils sont potelés. corpulents, voilà. Ils sont bien Corpulents. potelés. Potelés. Et quand vous voulez forcément qu'ils se mettent debout, vous allez commencer par les mettre debout, alors que l'enfant n'est pas encore prêt pour ces gestes. Vous allez créer les pieds varums. Voilà. C'est-à-dire, le poids va commencer par peser sur Sur les les pieds. genoux.
Et le genou, l'os, ça va commencer, c'est une os en formation qui n'est pas encore assez solide pour tenir ce poids-là. C'est vous qui allez aggraver son pied varome. Et l'enfant va grandir, les pieds seront carrément en eau. Et vous allez commencer par courir encore après pour gérer ce genre de choses. Donc, il faut laisser l'enfant aller à son rythme. Maintenant, à cette période également, il faut relever l'enfant, doit commencer par dire pas, des syllabes. Il doit d'abord dire ma. Vous savez qu'il y a des enfants. Il y a des enfants qui te le font à l'envers. Bon, ça dépend déjà de la. Est-ce que c'est papa qui avait désiré vraiment la grossesse? C'est ce que disait tout à l'heure le psychologue. Voilà. Papa qui avait plus, il m'a dit papa, voilà. Rien à faire. Déjà à cet âge également, l'enfant commence à participer au jeu de ses frères ou des autres enfants. Il commence pas à rechercher des choses, il commence pas à préférer telle chose pour aller les chercher. Ainsi de suite, parce que déjà il va déjà à 4 pattes déjà. Du coup, il va commencer par aller chercher tous ces éléments-là. Donc, il faut y veiller. C'est là que tout devient fort parce que s'il peut se déplacer, c'est que tout ce que vous avez rangé quelque part, il va le chercher parce qu'il voit quelque chose là-bas là, qui l'intéresse. Il ne fait plus attention à tout ce qui est, il va traverser pour aller. Hein. C'est la période de découverte. Il va découvrir tout ce qui est autour de lui. Tout ce qu'il y a autour. Et chaque chose qu'il va découvrir, qu'il va voir, il va vouloir toucher, mettre dans la bouche. Parce que tout va dans la bouche chez les enfants. C'est normal parce que pour lui, c'est là. C'est le sens, c'est ce qui lui permet de reconnaître si c'est comestible ou non. Donc, si c'est mangeable, donc c'est pour ça qu'on dit, on fait très attention, il faut doubler de vigilance encore parce que quand il commence les 4 pattes, si vous mettez votre pommade là et qu'il prend, il y a des images, quand il prend le chocolat, la boîte, et quand il mange un peu, il se lave avec. Donc, vous mettez la pommade là, il va boire. Vous allez encore créer des problèmes. Donc, c'est normal, il doit pouvoir explorer son territoire, prendre connaissance avec. Toucher à tout, vraiment. Dora. Très. Donc, vous laissez le frigo à mi-ouvert, il va ouvrir, il va rentrer dedans, il va fermer. Lui, il sait pas, voilà, il sait pas ce qu'il est en train. Lui, il veut découvrir qu'est-ce qu'il y a là. Ah, il sent que la température est différente de dehors. Il rentre, il ferme. Il découvre. Maintenant, à vous de pouvoir être là. Être vigilant par rapport à ça. Oui, docteur. Côté affectivité, également, c'est là l'enfant commence par développer ses angoisses. Bon, il commence par refouler les étrangers. Il préfère ceux qui sont beaucoup plus familiers. Ensuite, maintenant, bon, il y a aussi les ressentis des enfants, même si c'est un étranger. Il sent qu'ils sont comme un accord. Spontanément, tu ne vas même pas croire, il ne l'a jamais vu, mais spontanément, il s'accroche à la personne. Bon, là, nous sommes en train d'aller vers les 12 mois. Déjà, oui, de 9, on a déjà 9 mois, on tend vers les 1 an. Donc, il commence par à développer ses... Donc, il va peut-être refuser certaines personnes, certaines personnes. Donc, je commençais pas à avoir de l'angoisse. Ma maman, c'est pas le visage de ma maman, c'est le visage de qui ça. Donc, ainsi de suite. Il est sensible maintenant à tout ce qui est dans son entourage. Il commence pas à changer. Il doit quand même tout remarquer, voir. Ça, là, il peut faire ça, ça, il peut faire ça. Vous devez surveiller l'enfant et l'accompagner au fur et à mesure que l'enfant grandit. Maintenant, quand l'enfant va à 1 mois, à 1 an, je vais dire, 12 mois, il peut dire maintenant, prendre appui, se lever, et marcher tout seul, ou faire qu'un, 2 pas et tomber. Ça aussi, ça varie d'un enfant à un autre, donc ne soyez pas pressés. Là, maintenant, il associe les mots. Il peut appeler papa, il peut appeler maman. Il peut appeler un mot qui s'utilise le plus souvent dans la maison. Si vous, dans la maison, c'est imbécile, vous avez jamais dit, il va commencer par essayer de prononcer aussi imbécile, à sa façon. C'est pour ça que c'est très important à cette période-là d'éviter de rentrer dans des situations, des langages que vous allez employer dans la maison. Votre enfant va grandir, il va commencer à insulter les gens, vous allez demander là, tu trouver ça où? Non, c'est ce que vous répétez, qu'il répète. Il apprend pas ce que les gens disent dans son entourage. Si c'est que des choses négatives, vous vous insultez, papa et maman s'insultent tous les jours, l'enfant va également commencer par répéter. Parce que c'est des choses auxquelles il est habitué tous les jours. Donc, il faut faire très attention au langage à cette période, parce que les enfants vont commencer par répéter. L'étranger va venir, mais il va dire imbécile à l'étranger. Tu as appris ça où? Vous allez voir le frapper, mais c'est vous-même qu'il avait appris parce qu'il n'a pas eu l'imbécile quelque part, c'est pas de vous qu'il a entendu. Il entend, il enregistre, il essaie de répéter. Il entend, il enregistre, il essaie de répéter. C'est ce qui amène généralement chez certains enfants nés d'une famille monogame qui ont vécu dans un milieu fermé, qu'il n'y a pas d'enfants, qu'il n'y a pas... Généralement, ces enfants ont un peu de retard par rapport aux autres enfants parce qu'il n'y a pas d'enfants pour lesquels qui vont parler. Les parents, peut-être, le papa ne reste pas à la maison, la maman seule est à la maison. C'est peut-être les quelques mots que la maman prononce quand elle est à la maison que l'enfant entend et qu'il essaie de répéter. Ça va un peu plus
retardé un peu par rapport à celui qui est un enfant qui est déjà au milieu des enfants qui parlent et qui font des jeux. Donc, il faut également tenir compte de ça avant de pouvoir dire que mon enfant a un problème ou mon enfant n'a pas un problème. D'accord. On va s'arrêter à 12 mois là d'abord pour faire une pause. Écoutez, nous avons interrogé quelques mamans qui, évidemment, observent leur enfant ou qui ont déjà observé leur enfant grandir. On va les écouter et revenir pour la suite de cette émission. À tout de suite. Après mon accouchement, j'ai nourri mon bébé au sein. J'ai mélangé par la suite avec des tisanes ainsi que de la bouillie. Quand il a commencé à grandir, je me suis mise à le nourrir avec des aliments solides. Tout est dans l'observation. On prend les dispositions pour ne laisser notre bébé au mauvais vent. Et quand ça ne va pas du tout, on se rend à l'hôpital. Moi, j'ai nourri mon bébé au sein pendant 3 mois. Après, j'ai mélangé avec de la bouillie de maïs. Quand il a eu 1 an, je lui faisais la pâte de maïs avec la sauce gluante et parfois quelques pâtes alimentaires. Je le déparasite souvent. La fièvre ne manque pas, mais quand les infections surviennent, on se rend à l'hôpital. Voilà, de retour en studio après cet élément. Pourquoi vous souriez? Intéressant. Cet élément avec les mamans, elles ont toutes des astuces, hein. Des astuces de grand-mère, elles en ont toutes pour pouvoir gaver les enfants. Mais bon, c'est pas méchant, c'est toujours pour bien prendre soin des enfants, seulement qu'il y a parfois des... Oui, docteur, allez-y, sinon les gens vont rien comprendre de ce que je dis, allez-y. Alors, vous les avez écoutés. Je pense que c'est un sujet qu'on va quand même continuer à parler parce que on a l'impression que ce qu'on faisait, c'est l'idéal. Mais on ne veut pas chercher plus que ça et améliorer ce qu'on fait là, autant à l'enfant et à chaque enfant. On s'est transformé en robot et on fait systématiquement tout à tous les enfants, ce qui n'est pas normal. Maintenant, vous voyez, dans la dame essaie de dire que l'enfant sort, il lui donne des tisanes, il lui donne des chloroquines, il lui donne des médicaments de dentition. Malgré cela, donner tout cela a fait que l'enfant commençait par l'infection, il a commencé par chauffer, il a commencé par faire des diarrhées. Donc finalement, elle a compris en fait que tout ce qu'elle faisait là ne va pas quand même empêcher l'enfant de faire ce que l'enfant fait. Parce que ça fait partie du développement de l'enfant. Je vais essayer en même temps d'aborder le sujet en même temps avant de continuer sur le reste. L'enfant, à partir de... Bon, quand l'enfant est dans le ventre, la maman a déjà un système immunitaire beaucoup plus et bien équipé, bien armé, avec les anticorps. Maintenant, la maman donne un type d'anticorps à l'enfant dans le ventre. Donc, l'enfant est protégé. L'enfant sort avec ses réserves d'anticorps-là à 100%. Okay. Alors, au fur et à mesure que l'enfant grandit, cette protection maternelle commence par diminuer progressivement. Si vous faites allaitement exclusif pendant 6 mois, la protection là protège l'enfant jusqu'à 5-6 mois.
Maintenant, si vous avez déjà fait, déjà dès la naissance, vous avez donné à l'enfant, vous avez déjà commencé par ajouter de l'eau à l'enfant, parce que vous pensez que l'enfant a soif, vous ajoutez tout à l'enfant, vous baissez l'immunité de l'enfant, ce qui fait que déjà à 4 mois, la protection de l'enfant disparaît. Donc l'enfant là va commencer par vite faire les infections, plus que l'enfant qui a été nourri exclusivement au lait jusqu'à 6 mois. Okay. On parle de primo-infection. Ça dit que l'enfant, maintenant, quand la protection maternelle disparaît, il faut que l'enfant même rencontre les germes. Ensuite, maintenant, sécréter ses propres anticorps qui seront uniquement fétales, qui va monter progressivement jusqu'à atteindre le plateau et le protéger pour le reste de sa vie. Okay. Il va choper ces infections-là, après il va l'éliminer tout seul, vous ne saurez pas. Mais pendant cette période, l'enfant va forcément faire quelques signes. Hein. C'est la première infection. Il va chauffer, il va faire la diarrhée, il va vomir, il va faire des petits trucs. Au fur et à mesure, vous l'aidez à grandir, vous l'aidez à former son immunité, l'enfant grandit avec une bonne immunité. Mais lorsque vous restez les bras croisés, vous pensez que c'est les signes qui fait là, c'est la dentition. C'est vous qui enfoncez votre enfant. L'immunité sera faible, du coup l'enfant aura du mal à se défendre contre les infections. Donc votre enfant devient un enfant qui fait souvent des infections, qui fait souvent des abcès, parce qu'il n'arrive pas du tout à se défendre. Le système immunitaire n'est pas assez mature, parce que vous ne l'avez pas aidé au moment où il fallait, vous avez croisé les bras, vous avez dit que c'est la dentition. Au même moment, vous ne pouvez pas aller chercher les médicaments en pharmacie pour empêcher la dentition, mais vous vous rendez compte en fait que ça ne va pas empêcher la dentition. Ce que vous appelez dentition là, parce qu'en fait ce n'est pas la dentition, c'est la primo-infection. On connaît les signes de la dentition, on sait ce qui peut donner la dentition. Mais si vous assimilez tout à la dentition et vous donnez tous les panoplies de médicaments, de toutes les façons, ça ne va pas empêcher l'enfant de faire la primo-infection. Il va faire sa primo-infection et il va continuer à grandir au mieux qu'il peut. Mais tous les médicaments que vous avez donnés là, ça vous donne l'impression qu'aujourd'hui ça ne fait rien à l'enfant. L'enfant se porte bien. L'illusion que tout va bien, c'est le grand danger. Parce qu'aujourd'hui, vous ne voyez rien. D'ici 10 ans, d'ici 15 ans, les retombées, parce que celui qui a fait les médicaments là, il a écrit que tel médicament, quand vous donnez ça, quand l'enfant n'en a pas besoin, ça peut faire telle chose. Les tisanes que vous avez mélangées, vous ne connaissez même pas la composition chimique, vous ne connaissez pas l'indication, vous ne connaissez pas les contre-indications. Quel enfant ne doit pas prendre ci, quel enfant ne doit pas prendre ça, vous ne savez pas. Et votre enfant essaie de survivre au milieu de tout ce foutu, et ensuite il essaie quand même de s'en sortir. Mais quand il franchit la trentaine, par exemple, il fait une insuffisance rénale, vous allez vous poser la question d'où est son insuffisance rénale. Mais vous ne savez pas que c'est l'accumulation de tellement de choses de 30 ans qui viennent de s'éclater. En conclusion, faites attention à Faites attention aux enfants. Dans leur développement, faites-vous aider. Quand il y a quelque chose à prescrire, on va vous prescrire. Quand ce n'est pas nécessaire, on va vous dire que ce n'est pas nécessaire, il faut laisser l'enfant. Ça fait partie de son développement psychomoteur. Il va progressivement grandir et développer son immunité et devient solide comme vous et moi. D'accord. Merci, docteur Edou. Je reviendrai tout à l'heure à vous. André Alirono, on a parlé du développement de l'enfant déjà de 0 jusqu'à 12 mois. 12 mois, oui. On s'en est arrêté là pour le moment avant de continuer tout à l'heure. Dans tout ce qu'on a dit là, quels sont ces retards qu'on peut observer chez l'enfant et comment y remédier? Quels sont les retards? Les retards de croissance. Le retard psycho-affectif aussi se détecte très tôt. Très tôt, si on s'y prend vite. Et donc, bon, il y a plusieurs formes. Hein. Il y a plusieurs formes, vraiment. Ce qu'on évite ou qu'on ne souhaite pas du tout, c'est d'avoir cette forme très grave qu'on appelle éboïdophrénie, qui va amener l'enfant un peu comme, entre guillemets, ce qu'on appelle torso. Bon, on n'est pas à ce niveau parce que ça se voit tout de suite à la naissance aussi. Ici, ce que je voudrais dire, c'est que lorsqu'on voit dans l'évolution de l'enfant, comme on l'a dit, le côté affectif est prioritairement apporté par les parents, l'environnement. Et l'enfant répond à ce que vous lui donnez. Il répond automatiquement. Okay. Il peut décider, je pèse bien mes mots, il peut décider d'adopter une posture si il n'a pas une réponse, je vais dire, une bonne réponse, un bon retour. Je prends des exemples simples. J'ai dit, au départ, vous allez le voir sourire, pleurer pour demander. L'enfant pleure pour vous solliciter, pour vous dire qu'il a faim. Il pleure à 8 heures et c'est à 9 heures que vous venez lui donner le sein. Parce que ça veut dire que
vous ne répondez pas à son besoin. La réponse que lui, il enregistre, c'est que vous ne répondez pas à son besoin. On doit être forcément sharp. Quand il vient, il faut, à cet âge-là, vous savez, le bébé, l'enfant, pour ne pas dire le fœtus, le bébé. Oui, le nouveau-né. Le nouveau-né est l'animal le plus fragile au monde. Plus fragile que tous les autres. Donc, jusqu'à ce qu'il commence pas à avoir la maturité psychomotrice, il faut qu'on soit là pour le protéger, pour l'accompagner. Donc, jusqu'à ces 6 mois, 9 mois, il a besoin fortement de notre présence, de notre accompagnement. Et donc, nous devons être là pour lui. Quand il crie qu'il a besoin de manger, on a souvent l'habitude de dire, il vient à peine de téter. Il réclame encore. Est-ce qu'il a suffisamment tété? Maintenant, le comportement de l'enfant, il peut commencer, vous allez estimer, il faut finir de téter parce que je vais aller faire autre chose. C'est des informations il a. Il ne peut pas vous répondre en mots, mais il va téter un peu et il va vous laisser le reste. Vous allez bouger, il va vous rappeler. Il va vous rappeler, on a parlé d'affirmation de soi. Ça commence déjà là. Pour vous dire, je suis un être. Toi et moi, là, on est ensemble. Donc, je suis là aussi, occupe-toi de moi. Et donc, quand l'enfant commence par là, qu'est-ce qu'on fait? On a une mauvaise réaction. On commence déjà par punir. Il vient à peine de téter, donc je finis ce que j'ai à faire avant de venir. Il n'a qu'à pleurer un peu. C'est ce qu'on dit souvent. Merci. Enfin, les pleurs ne tuent pas l'enfant. Est-ce qu'on dit D'autres souvent? disent même que c'est un entraînement vocal. Il va mieux, il sera chanteur demain parce que là, il va bien apprendre à... Ça, c'est pas joli. Ça, c'est pas joli. Donc, vous voyez un peu, c'est déjà là. Maintenant, quand l'enfant tète, on a dit, l'enfant, il sait déjà ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Il a faim, vous lui donnez à téter, il tète. Vous savez, vous êtes bien nourri. Il apprécie le repas. Quand il apprécie le repas, qu'est-ce qu'il fait? À cet âge, 2 mois, 3 mois, l'enfant fait quoi? Il va mordre. C'est l'appréciation du repas. On a dit, quand il prend sa jouissance, c'est de mordre. Il prend un objet, il met dans la bouche, il mord. Il va serrer. Donc, quand il apprécie le repas, le sein, il va mordre le sein. Pour dire à maman, le seul langage qu'il dit en ce moment, merci maman. Mais la réponse... C'est vous qui l'interprétez comme ça. Parce que malheureusement, nous, on interprète avec signes. Une tape. Tu viens de manger et tu me mords. Mais quand vous tapez, qu'est-ce qu'il fait? Il crie. Parce que vous aviez été méchant. Lui, en mordant, il vous dit merci. D'accord. C'est pas... Maintenant, quand on lui donne un peu, il coupe. Vous savez, au bout de 3 ans, quand on va venir peut-être vers 3 ans, il va recommencer ce comportement, j'ai envie de dire, buccal, il va le faire de façon anale. Ça veut dire quoi? C'est ce comportement d'affirmation de soi versus opposition là, il va le faire de façon anale. C'est-à-dire, il apprécie, il prend un peu, il vous fait revenir pour vous dire, fais attention à moi, et vous voulez rentrer dans un conflit avec lui, il va juste vous prouver que c'est lui d'abord. Et quand l'enfant est dans cet âge-là, on dit qu'il est dans un mode primitif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de logique de loi sociétale qui tienne dans sa conception, dans son monde. C'est lui et c'est lui. Donc c'est lui qui s'exprime. C'est le mode animal en fait. C'est la loi de la jungle. C'est qui le roi ici? Donc on doit s'occuper de moi. Donc quand il vous dit reviens pour que je t'aide encore, tu estimes que tu n'as pas... Ok, vous gérez. Mais autour de 2 ans, 3 ans, 2 ans, 3 ans là, qu'est-ce qu'il fait? C'est des choses simples. Les mamans l'expérimentent souvent.
Vous voulez sortir, voilà, Nadège a son plateau, elle est pressée. Elle n'a pas pris le temps hier de dire à l'enfant, aujourd'hui on va aller sur le plateau plutôt à 8 heures. On a l'habitude de venir à 10 heures. Mais hier, elle n'a pas pris le temps le soir de lui dire, on va aller à 8 heures. Elle se lève à 5 heures, l'habitude elle le prépare à 7 heures. Mais elle se lève à 6 heures et elle commence par le préparer. Il n'est pas d'accord. Il n'a pas fini de dormir. Mais comment il va te dire qu'il n'est pas d'accord? S'il dit qu'il n'est pas d'accord, est-ce que tu vas l'écouter? D'abord, il n'a pas les paroles, il n'a pas encore la parole. Donc, ce qu'il fait tout simplement, tu finis de l'apprêter, il est bien sapé, puis l'urine dans tout ce qu'il a mis. Et tu seras obligé de reprendre, de changer. Donc, c'est quand il sera prêt qu'on va partir. Ou, pour certains enfants encore un peu plus difficiles, il fait un peu popo. Il fait un peu. Oui, tu changes la couche. Tout. Oui. Ou, bon, il va aussi, vous allez le constater aussi, il dit qu'il veut faire popo, vous lui donnez le pot, il reste dessus pendant 1 heure. Il fait rien. Il fait rien. Il pète même pas. Et vous le prenez, vous le rhabillez, il pleure, il veut faire maintenant. Bon, souvent, dans les familles modestes, vous le positionnez ici, il fait un peu, il s'élève, il fait un peu ici, il fait un peu, il fait un peu, il fait... Juste pour donner du travail à un moment. Mais quand vous êtes gentil, vous lui expliquez que vous entendez, il reste dans son coin. En clair, il faut communiquer avec son enfant. Il faut lui parler le plus tôt. Et comme vous l'aviez dit, le défaut de communication ici va entraîner chez l'enfant un repli sur soi. Il va enregistrer « je ne suis pas capable ». Parce que quand il dit « merci » et qu'on le tape, il dit « je ne veux pas » et on dit « forcez, tu vas ». Il se dit « bon, moi je n'existe pas, je ne suis rien ». Et donc déjà très tôt, quand l'enfant commence par enregistrer ça, quand les conflits vont venir, on a parlé tout à l'heure de conflits édipiens, quand les conflits vont venir autour de 3 ans, autour de 12, 14, 15 ans, il va vous ressortir tout ça. Naturellement, en fait. C'est important pour lui d'élaborer ces conflits. Je pèse bien les mots. Quand je dis élaborer, souvent on pense qu'il faut forcément trouver bonne solution pour dire qu'il a passé bien le conflit. Non. Il peut avoir eu des difficultés même dans l'élaboration, dans la résolution de ces conflits. L'essentiel, c'est qu'il apprenne quelque chose dedans. Même dans l'échec, qu'il apprenne que ce n'est pas la bonne manière de faire. D'accord. Donc, ce n'est pas forcément la réussite. Donc, si vous voulez que votre enfant soit équilibré et qu'il évolue bien et qu'il soit très intelligent, parce que justement, après cette phase, le docteur parlait tout à l'heure de la phase de latence. Là, l'enfant, il initie. Il se met en valeur. Il est intéressé par aller apprendre. Il veut devenir pilote, il veut devenir. Il est plein dans les rêves. Et à l'école, ça marche. Et c'est l'âge fatidique pour voir déjà quelle orientation l'enfant va prendre demain. D'accord. Parce qu'à cet âge-là, il le sort totalement. Et il vous dit tout son génie, il le sort à cet âge. Mais souvent, on reste toujours dans une mauvaise communication au point où on veut guider les choses jusque-là. En fait, de la bonne communication et donner confiance à votre enfant pour qu'il puisse s'affirmer, s'afficher et faire ses choix. C'est ce que je retiens de ce développement, André Alecrono. Je reviendrai à vous. Le temps de demander à docteur Edou, parce que dans l'élément, on a entendu les mamans dire que déjà à 3 mois, c'est-à-dire l'enfant... Non, elle a dit à 3 mois, elle lui donne à téter. À partir de 3 mois, la bouillie, 6 mois, la bouillie, jusqu'à autour de 1 an, les nouilles avec Agassa. Bon, c'est un repas. En fait, la question, elle est celle-ci. À quel moment l'enfant peut commencer à prendre autre chose que les seins? Voilà. Alors, comme on l'explique toujours, tous les jours. Visite exclusive, allaitement maternel. À 3 mois, la sauce passe déjà par la bouche de l'enfant. Justement. Alors déjà, l'enfant naît et c'est que le liquide amniotique qu'il buvait quand il était dans le ventre. Il sort, maintenant on lui demande maintenant de prendre des seins.
Il buvait vraiment le liquide, oui, il boit. c'est ça. Ah, c'est son Maintenant, nom. quand il naît, vous lui changez maintenant son repas parce qu'il n'y avait un peu de liquide amniotique, vous lui mettez des seins. Il prend le lait. C'est déjà difficile pour lui de s'adapter au lait que vous lui donnez. Encore que vous mangez tellement mal, on mange tellement mal pour m'inclure dedans, qui fait que ce que l'enfant prend dans les seins, il a du mal à digérer. Il y a des gens qui passent toute une journée à manger que du blé. Et maintenant, ils donnent les seins à l'enfant. L'enfant a du mal à digérer le blé, a du mal à digérer le gluten. Du coup, il commence par pleurer, il commence à faire des coliques. On recherche l'origine des coliques. Ne cherchez pas loin. Vérifiez simplement ce que vous mangez. Maintenant, le temps pour l'enfant d'adapter, de s'adapter à ce lait, déjà à 3 mois, 4 mois, il s'adapte et il commence pas. Vous ne lui permettez pas de passer assez de temps pour se reformer, pour s'apprêter à ajouter autre chose. 3 mois là, vous ajoutez encore la bouillie. Vous désorganisez encore complètement tout son système. Il faut qu'il recommence en cas zéro à se réadapter et au lait maintenant et à la bouillie. À la bouillie. Et ce n'est même pas la bouillie, hein. Vous mélangez tout un cocktail, vous mettez du riz, des biscuits, des spaghettis, vous mettez tout ensemble et vous lui donnez. C'est vraiment un cocktail. Vous avez trouvé le mot juste, c'est vraiment un cocktail. Alors que vous ne savez même pas à quoi l'enfant est allergique. Hein. Vous ne savez même pas encore. Et vous avez déjà fait tout ce mélange et vous avez donné à l'enfant. Maintenant, quand l'enfant commence à faire des diarrhées, il commence à faire des infections, il commence à faire des boutons sur le corps, des érythèmes par-ci par-là, vous vous posez la question, c'est quoi le problème? Ça va être difficile pour même un agent de santé de vous aider à trouver parce que vous avez tout mélangé. Je suis qu'il y a des moments qui disent, justement, oui, même avant. Les enfants ont survécu à ça. Donc, ici, ils ont survécu. On a toujours fait ça. Justement, c'est le comportement. Allons vers le mieux. Allons vers le mieux, c'est ce qu'on demande. Faisons mieux que ce qu'on a toujours fait. Parce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que tout nous va bien. Non, le type digestif là, on l'a agressé, on l'a mal entretenu, on l'a mal initié au repas. Du coup, il grandit comme ça. Et l'enfant a des constipations tout le temps, jusqu'à ça finit par l'hémorroïde. Et vous pensez que vous avez mieux fait, vous avez réussi. Non, on n'a rien réussi. On a préparé ces enfants à des problèmes plus graves plus tard. Le cancer de côlon aujourd'hui, est-ce que c'est encore à l'âge très avancé? Non. Qu'est-ce qui provoque ça? Le premier facteur, c'est la constipation. C'est ce que nous mangeons, les repas que nous envoyons. Est-ce que l'organisme est capable de transformer, de métaboliser tout ce qu'on lui envoie? Il n'est pas capable. Parce que déjà, dès le bas âge, on n'a pas réussi à aider l'enfant progressivement à s'adapter. À 6 mois, même pas chercher à lui donner de l'eau. Les gens ont l'impression de dire que non, l'enfant aura soif. Non, quand la maman bien hydratée, elle dit qu'elle prend suffisamment de l'eau, comme cela c'est en fonction de son poids, et augmenter au-delà, parce qu'elle n'est plus elle seule maintenant qui a besoin de l'eau, son enfant également a besoin de l'eau. Et que le sein est bien riche jusqu'à 80% de l'eau, quand l'enfant prend, l'enfant n'a pas besoin de boire de l'eau. Mais les gens ont l'impression de dire que le sein donne soif à l'enfant. Il faut lui donner de l'eau. Il faut aller acheter l'eau minérale et donner à l'enfant. Bon, est-ce que vous savez tout ce qu'il y a dans l'eau minérale? Ou bien il faut cuire l'eau. Il faut cuire l'eau au feu. Vous savez tout ce qu'il y a dans la marmite que vous avez pris maintenant, les dépôts qui sont là maintenant que vous allez donner à l'enfant? Vous ne savez pas. Vous savez quelle capacité, sa force de pouvoir éliminer ces éléments que vous l'envoyez. Vous ne savez pas. En plus, ensuite, même, vous diluez le sucre digestif. Parce que vous finissez de lui donner, vous avez dit qu'il a soif, vous mettez de l'eau. Donc, vous venez de diluer le sucre digestif de l'enfant. Votre enfant aura du mal à grandir. Il peut prendre du poids, mais le poids qu'il prend, c'est un poids pathologique. Ce n'est pas un poids normal pour son âge. Parce que ce que vous lui donnez à manger n'est pas adapté à son organisme. Encore que, il faut évaluer l'état de naissance de l'enfant. Est-ce qu'il a eu de l'asphyxie? Est-ce qu'il a eu des méningites? Tout ça là, pour réadapter l'enfant. Vous ne faites pas ça, vous mélangez tout de façon systématique, de façon robotique à tous les enfants. C'est normal que s'il y a des enfants qui vont réagir de façon négative, très négative, quand vous commencez. Hier seulement, j'ai une maman qui est venue avec un enfant de 4 mois qui convulse déjà. C'est déjà à 6 mois, elle a déjà mélangé des maïs, des mil, des sorgho, de soja, de biscuits, de riz. Elle a tout mélangé. Déjà à 3 mois, elle a commencé par donner à l'enfant. Pourtant, à la naissance, j'ai demandé si on ne vous a pas expliqué, on dit qu'on a expliqué que la belle-mère, elle a dit que l'enfant a faim, que les seins ne lui suffisaient pas. Du coup, c'est la belle-mère qui a fait le mélange et qu'ils ont commencé par donner à l'enfant. Maintenant, quand l'enfant commence à faire diarrhée, jusqu'à maintenant, il fait hypotonie, il fait une méningite actuelle. Qui on va accuser? D'où vient les gemmes? On va commencer par se poser des questions. Tout ce qu'un enfant avale, vous savez que la méningite peut partir simplement d'une diarrhée. Donc, c'est ce qu'on essaie d'expliquer, qu'on peut faire mieux. On peut éviter certaines choses aux enfants. C'est pour ça qu'on nous demande de faire très attention. Même à 6 mois, quand l'enfant, bon, on veut ajouter, on ne mélange pas tout d'un coup. Il faut associer les choses une à une pour voir comment l'enfant réagit par rapport à ça. Et non d'un coup, tout mélanger sur le coup
et exposer l'enfant à ça. J'espère que j'ai répondu à votre question. Entièrement. Donc, à partir de 6 mois, pas avant. Le message que moi je voudrais ajouter à ton développement, c'est que il faudrait qu'on comprenne tout simplement, c'est pas qu'on est en train de raconter n'importe quoi ou essayer de parler langage de blanc pour que ce qui a toujours été fait, certains vont dire, ben, c'est ce qu'on t'a fait toi-même. Ce qui a toujours été fait n'est pas... Non. Ici, il faut juste comprendre que on a dit l'homme est un animal le plus fragile à la naissance. Quand on se réfère à nos cultures, ce qu'on faisait, ou du moins qu'on a fait à nos parents, à nos grands-parents, la culture, si on regarde bien, on ne cumule, on n'enchaîne pas les choses comme ça. On donne le temps, l'organisme humain a besoin de plus de temps d'adaptation pour accepter le nouveau élément. Et c'est ça qu'il faut respecter ici. Donnez juste le temps à l'organisme de votre enfant d'accepter le premier élément. On commence par les seins. Est-ce qu'il a suffisamment... Quand il accepte et que c'est suffisamment intégré, qu'il commence par demander autre chose psychologiquement, lorsque vous introduisez, il prend. Sans problème. Mais s'il n'est pas prêt à accueillir un nouveau élément et que vous forcez l'entrée, ça devient problème. Non seulement ça, mais l'organisme de l'enfant est en croissance. Et dans cette période très vulnérable, là, il ne faut pas qu'on l'oublie, c'est très, très, très vulnérable. Et donc, l'agresser avec les repas, avec les indications, les recettes, c'est vraiment rendre l'enfant malade, peut-être pas à court terme, peut-être même à long terme, plus tard, parce que ça va peut-être s'accumuler quelque part et quand un réactif va tomber dessus demain, ça va se réveiller. Donc, faisons en fait attention à ça, juste ça. Ne disons pas, bon, il raconte quoi, c'est que même si vous voulez employer les vieilles méthodes de grand-mère, donnez le temps aux astuces. Vous voulez employer des anciennes astuces, donnez le temps à l'organisme de pouvoir les intégrer, de pouvoir les accepter et s'adapter vraiment à tout ça. D'accord. Moi, j'ai une préoccupation déjà pour le docteur Edou. Edou. Fini arriver toujours pas. Voilà. Edou. Donc, pour le docteur Edou, oui. Je voudrais savoir, pour les moments en devenir, on a fait un développement, mais quelle est la périodicité pour déjà faire les consultations en pédiatrie? Ça, c'est ma première question. Ma seconde question, est-ce que entre la pédiatrie et le psychologue, est-ce qu'il y a une complémentarité? Est-ce qu'un travail se fait là? Merci pour la question. Comme je le disais dans le développement, vous voyez tous les âges à laquelle on dit qu'on évalue, c'est que tous ces âges-là, vous devez être à l'hôpital. Quand je dis qu'à 3 mois, quand je dis à 6 mois, quand je dis à 9 mois, quand je dis à 1 an, quand je dis à 15 mois, 18 mois, que je vais commencer par citer pêle-mêle, c'est que ces âges-là, vous devez être là où on évalue le développement de votre enfant. Oui, avec les psychologues, quand on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, nous, on doit pouvoir référer chez le psychiatre, chez le psychologue. Maintenant, et c'est vrai, quand on dit le mot psychiatre, les gens pensent que est-ce que mon enfant est fou? Est devenu fou? Pédopsychiatre. Donc, non, c'est pas que l'enfant est fou, non, mais il y a des anomalies qu'on remarque que le pédopsychiatre est là maintenant. Il y en a déjà à l'OMEL, il y a des DS encore là qui sont en train de sortir. Du coup, il y a aujourd'hui beaucoup plus de personnel pour prendre en charge ces enfants-là en cas d'anomalie, surtout au niveau psychologique. Donc, d'abord, il faut passer à la pédiatrie médicale, qu'on évalue et qu'on remarque l'anomalie. Ensuite, on vous adresse maintenant aux spécialistes, que l'autre aussi est en train de vous aider, pendant que de façon somatique également, physique, nous aussi on est en train d'apporter pour nous, et que l'enfant retrouve satisfaction. Ce n'est pas une question de pédiatre seul, non. Il y a la chirurgie pédiatrique, il y a la pédopsychiatrie, et il y a également la pédiatrie médicale. Du coup, tout le monde apporte quelque chose. Aujourd'hui, il y a les dentistes qui sont spécialisés chez les enfants. Il y a les ORL également qui sont beaucoup plus du côté des enfants. Du coup, aujourd'hui, on a beaucoup plus de la main pour gérer beaucoup de choses qui échappaient hier. Et on ne va pas aujourd'hui avoir tous ces éléments. Ensuite, on va laisser encore les enfants
passer dans ce genre de situation, ça nous rend un peu, on est un peu frustré. En tout cas, moi, je suis frustré. C'est pour ça que j'écris tous les jours que aujourd'hui, on ne peut pas se permettre à un enfant qui a pris simplement un piqûre d'un moustique et qui est devenu en train de faire paludisme et qu'on se retrouve à la maison, que l'enfant meurt. Comme hier, les parents sont venus déposer l'enfant, il a disparu. 2 heures de temps après, il est revenu voir si l'enfant respire. Alors qu'au départ, avec 500, disons, même si on dit la constatation c'est 3000, avec 3000, on fait ordonnance paracétamol plus un médicament contre le palu, ton enfant est sur pied déjà. Mais tu as passé le temps d'aller faire un traitement traditionnel. Ensuite, maintenant, on t'a dit que c'est un blabla. Ensuite, on a essayé de traiter. Maintenant, quand le sang de l'enfant, il n'y en a plus et que l'enfant est en combat, on vous dit maintenant, bon, elle est à l'hôpital. D'accord. Mais c'est déjà trop tard. Le peu que vous aurez pu gérer pour sauver l'enfant, vous l'avez déjà tout dépensé. Du coup, vous venez maintenant croiser les bras, sauver mon enfant. Aujourd'hui, on n'a pas encore un système d'assurance aussi efficace pour tout gérer. Et après, vous allez payer. On a l'espoir qu'on va y arriver. Deuxième question, Nadège. Non, j'ai posé les 2 questions là. C'est déjà fini. Oui, c'est bon. D'accord. On va continuer avec le reste. Oui, au niveau du reste, bon, plus l'enfant grandit maintenant, ça va être variable. Déjà 1 an et demi, l'enfant déjà peut marcher, il peut déjà faire des petits jeux de mots, petits raisonnements, petits intérêts au jeu, employer les mots je veux. Donc, ça, c'est déjà le stade où l'enfant est déjà beaucoup plus conscient, beaucoup plus éveillé, et puis il réagit à tout ce qui l'entoure. Maintenant, en dehors de ça, déjà à 2 ans, l'enfant peut déjà faire des petits pas de course. Il court un peu, monte les escaliers, il descend, il fait des petits coups de phrase, je vais ci, je vais ça, pourquoi ci, pourquoi ça. Là, quand les parents sont à l'écoute, quand il y a un problème, je suppose que l'enfant déjà fait son bon développement jusqu'à 18 mois et qu'il se bloque là. Plus rien. Dans la parent va commencer à s'inquiéter. Ah, c'est bizarre, il n'était pas comme ça, il n'était pas comme ça. Ah, il faut voir qu'est-ce qui ne va pas. Bon, d'autres qui n'ont même pas le temps de regarder, est-ce qu'ils restent à la maison, est-ce que le boulot leur permet de voir l'enfant? Bon, ils viennent, ils repartent simplement. Ceux-là n'arrivent pas à remarquer quoi que ce soit. Bon, s'ils ont la chance d'avoir une nounou qui est un peu plus le reflet d'observer correctement les enfants, peut déjà signaler, ah, l'enfant fait telle chose, l'enfant fait telle chose. Bon, ils vont dire, bon, nous aussi on a grandi, on a pris par là, il faut le laisser. C'est des comportements comme ça qui n'aident pas l'enfant à s'adapter, à se réinsérer de façon socialement et que ça empiète sur son développement après. Mais comme nous, dans nos contextes, si c'est qu'on est devenu fou, on n'est surtout pas chez les psychologues. Et quand ils disent psychologue, c'est que ça veut dire qu'ils sont en train de m'appeler comme un fou. Du coup, ce truc-là, c'est toujours dans notre tête, ce qui fait qu'on n'arrive pas à aller demander de l'aide au moment où il le faut. Absolument, oui. Quand c'est encore tôt, qu'on peut le prendre en charge de façon très simple, à moins de coût, on attend d'abord que tout se complique et que maintenant l'enfant fugue de la maison et qu'il ne reste plus à la maison, il ne commence pas à passer des caricatures à filmer. Et ensuite, l'enfant commence même pas à venir demander l'aide au pédopsychiatre. Alors que les signes d'alarme là, c'est depuis un bon moment que ça se fait ressentir. Mais comme vous n'avez pas prêté attention, c'est déjà trop tard. Vous êtes obligé de courir derrière maintenant les traitements. Ok. Donc, ensuite, maintenant, à cette période, l'enfant reconnaît maintenant les différentes parties de son corps. Il va commencer par dire la tête, il sait que c'est le nez, et c'est là que l'enfant est en train de progressivement vers la reconnaissance de ses organes génitaux. Donc, à ses 3 ans déjà, il peut déjà identifier que moi j'ai tel sexe, papa a tel sexe, maman a tel sexe, un frère a tel sexe. Là, c'est là qu'il naît maintenant les complexes de vie. Au stade là, les phalliques. Pardon? J'ai dit au stade phallique. Le complexe d'infériorité, c'est ça? Non, c'est là il reconnaît si c'est le garçon, j'ai quelque chose de plus que la fille. Et j'ai la même chose que papa, en plus petit. Et donc, voilà, ça commence déjà par là. Et déjà, là, le comportement, c'est que s'il a quelque chose de plus que la fille, comme papa, vous voyez déjà, non, déjà sur un piédestal par rapport à la fille. Même si, et vous allez le constater souvent dans des familles où il y a 2 grandes filles, et c'est le petit qui est garçon, 3 ans, et tout de suite, il commence par s'affumer, s'afficher. Il fait déjà le chef de famille. Il fait l'homme en même temps. Juste parce qu'il vient de découvrir qu'il a quelque chose de plus. Et c'est déjà ce comportement. Et puis bon, voilà. Mais est-ce qu'on l'explique, le complexe de dire? Mais évidemment, ça fait partie. On y est. Ok. C'est un mot simple, un mot très simple. C'est la partie où
l'enfant de sexe opposé est complice aux parents de sexe opposé. Le garçon aime sa mère et il veut pas en ce moment partager sa mère avec son père. Il prend le père pour rival. Du fait aussi que maman va être beaucoup plus attachée à lui, moins attentionnée à papa, le privilégié par rapport à l'affectivité. Il se croit propriétaire de maman. C'est son épouse, c'est pas pour donc. Souvent, il rentre en conflit avec papa. Et c'est là les papas deviennent jaloux des bébés. Pas se fâcher, pas commencer par être agressif, comportement qu'il faut surtout pas avoir parce que ça lui donne raison que tu es venu sur son territoire. Et souvent, il aime se mettre au milieu des deux parents, à apporter tout le soin à maman pour qu'elle détourne son attention de papa. Bon, c'est ce conflit. C'est l'inverse chez la fille qui va être beaucoup plus sur papa. À toucher toutes les parties non autorisées pour montrer à maman que elle est capable de le faire au grand jour, etc. Et que, bon, c'est papa lui appartient. Donc, il y a ce petit conflit-là qui naît où... On va rappeler la période d'âge. On a dit quel âge? Autour de 3 ans. Déjà, 3 ans. Vous allez le voir beaucoup plus attaché à... et puis, bon, voilà, il veut l'affirmer. Là, qu'est-ce qu'on dit tout simplement aux parents? C'est pas de rentrer en conflit, de rentrer en guerre avec l'enfant. Souvent, c'est le parent de sexe opposé qui aide la résolution. Quand c'est le petit garçon, c'est maman qui, par son comportement, parce qu'on a dit l'enfant apprend par imitation. Oui. Si en ce moment, à cette période, vous avez honte de faire bisous à votre mari devant votre garçon, vous êtes en train de lui donner raison. Il faut embrasser votre mari devant lui et lui faire comprendre que c'est lui mon mari. Et donc, si vous avez l'habitude d'embrasser votre garçon sur la bouche, commencez par l'embrasser sur la joue, sur le front et embrasser son père sur la bouche. Pour lui faire comprendre que... Pourquoi tu ne m'embrasses pas sur la bouche et tu embrasses papa sur parce que c'est lui mon époux, parce que c'est lui mon mari. Et pour qu'il comprenne que vous appartenez à son père et qu'il commence par mettre dans sa psychologie qu'il va aller chercher son épouse plus tard. Donc, commencez déjà le détachement à partir de là. Quand c'est la petite fille, c'est à papa de faire plus attention à la mère et montrer à la fille que oui, tu es ma fille, je t'aime bien, mais c'est maman qui est mon épouse, je ne suis pas ton époux. Pour qu'elle commence pas déjà à comprendre, c'est-à-dire tout simplement à cet âge, commencez déjà par ne plus vous laver devant votre fille, ne plus vous déshabiller devant votre fille, commencez déjà par lui dire c'est la chambre des parents, etc. Et commencez déjà par avoir des gestes affectueux avec votre femme devant elle. Pour qu'elle comprenne. Je ne dis pas d'aller faire l'amour devant les enfants, hein. C'est pas ça. Vous n'avez pas encore dit ça. Un bisou sur la bouche, c'est pas encore catastrophique. Et donc, il faut commencer par avoir ces comportements pour amener l'enfant à intégrer que il va aller chercher. Parce que plus tard, ce qui va se passer, lorsqu'il ne résout pas, comme je le dis correctement, cette période-là, ça va revenir à l'adolescence. Et cette période adolescentaire est, entre guillemets, très dangereuse pour notre évolution parce que c'est la période où on est et on n'est pas. D'accord. Et c'est la période où on est le plus vulnérable, le plus simple, le plus seul au monde. On va revenir là-dessus parce que nous avons une autre thématique sur la puberté à venir. Donc rassurez-vous, on aura le temps d'en parler. Donc sur le complexe d'Édipe, on peut dire que c'est le moment de couper définitivement le cordon. Non, on ne peut pas couper définitivement le cordon ombilical en ce moment. Mais on va commencer déjà par appliquer la rupture. Le cordon va être définitivement coupé, que vous le vouliez ou non, au niveau de l'adolescence. Okay. Maintenant, comment vous coupez? Est-ce que vous vous entendez pour couper
peut-être qu'on va venir sur l'adolescence, parce que c'est là que soit l'enfant va prendre totalement la clé des champs, soit vous allez vous entendre et puis ça va faire chose. Mais toujours est-il qu'il faut pouvoir le couper à l'adolescence, parce que on retrouve des adultes qui ont toujours leur cordon ombilical avec surtout leur mère. C'est toujours là, et quand il ne voit pas maman, il ne peut pas manger, il n'a pas vu maman 2 jours, maman est malade maintenant, et puis bon, on est toujours, et puis bon, les parents aussi disent c'est mon enfant, donc il n'a pas encore fini il ne sort pas encore des jupes de maman, ça va être difficile pour lui de pouvoir donner cette affection-là à ses enfants, parce que lui-même, il est encore en quête de l'affection-là derrière ici. Donc il faut faire très attention. On commence par couper, mais nous ne coupons pas de façon conflictuelle, agressive. Ça va déclencher chez l'enfant une opposition, parce qu'il est déjà dans la période de je suis quelqu'un, je m'affirme. Oui, absolument. Donc, il faut le faire vraiment en négociant avec lui. Alors, on va finir parce que nous avons une rubrique que nous devons exécuter. Il s'agit du quiz. J'y tiens. On doit sortir du débat. Alors, je vous laisse conclure, Nadège, avec Dr Edou. Je laisse la parole. Évidemment, oui. Ok. Bon, si j'ai quelque chose à ajouter, en dehors de tout ce qu'on a déjà dit, c'est déjà de savoir que le suivi du nourrisson sain, c'est très important pour évaluer le développement psychomoteur de l'enfant. Ce ne serait pas au moment où l'enfant est malade qu'on va évaluer. Parfois, l'évaluation n'est pas surtout ce qu'on recherche, parce qu'il faut déjà connaître l'enfant au préalable. Ensuite, maintenant, quand il vient dans une situation qui n'est pas la situation qu'on s'attendait, on pourra se poser des questions. On pourra faire une comparaison par rapport à son développement d'avant et le développement de maintenant, pour permettre alors de dépister très tôt les anomalies, pour une meilleure correction, pour donner plus de chances à l'enfant de mieux grandir. Notre objectif, c'est de faire mieux à nos enfants, d'assurer un avenir plus meilleur à nos enfants que ce que nous on a la chance d'avoir. Parce que chaque époque avec ses chances, donc on est à une génération où les enfants peuvent avoir mieux de notre part. Apprenons juste à aller au-delà de ce qu'on a l'habitude de faire, de voir ce que c'est l'idéal, qu'est-ce qu'on peut en faire de plus pour l'enfant, pour l'aider à mieux grandir, à s'insérer socialement. Merci beaucoup, docteur Félicien Edou. Je pense qu'on a fait le tour. On a dit les différentes étapes pour la croissance de cet enfant. Donc, je pense que vous savez désormais à quoi faire attention si c'est que vous êtes nourrice, comment le nourrisson doit grandir, comment vous devez le nourrir, etc., etc. Si vous avez des éléments qui vous perturbent, il faut consulter. Il faut consulter toujours le médecin quand ça ne va pas ou quand vous constatez un retard. Nous avons donné des périodes et Dr Félicien a été précis. C'est pas doit. Il peut commencer par faire ci à telle période, peut commencer à faire ça à telle période. Maintenant, si vous constatez que la période est totalement passée, qu'il y a un excès et que vous ne voyez toujours rien, le plus tôt est toujours le mieux. Donc, n'oubliez pas de toujours vous référer au médecin quand ça ne va pas. Merci, chers spécialistes. Merci, docteur Edou. Merci, André. Merci, Nadège. Prochaine étape, le jeu. Aujourd'hui sera spécial. Essaie de tricher. Alors, vous savez l'exercice que vous voulez faire? Qui peut deviner? Bon, docteur, vous avez triché. Non, je n'ai rien vu. Non, dites. Vous écrivez quelque chose. Oui, j'écris votre. Alors, je vous écris quelques exercices de diction. Oui, nous allons bien prononcer les mots aujourd'hui. Chacun va prendre son mot. Donc, je me permets de le couper devant vous. C'est rien de compliqué. On va voir qui va le prononcer bien ou pas. Est-ce que j'ai besoin de couper même? Je ne pense pas, mais bon, comme j'ai commencé, je donne quoi à qui? Tenez pour vous. Ah, je vous l'explique. C'est en 3 secondes.
Vous devez le répéter rapidement, au plus. Vous devez le dire déjà 10 fois en 1 minute. D'abord, il faut que j'arrive à 10 lire fois en ton 1 minute. écriture. Non, j'ai essayé d'écrire gros pour que tout le Chacun répète 10 fois. 10 fois en 1 minute. Et je vais chronométrer. 10 fois en 1 minute. Je 10 compte fois. 10 fois en 1 minute. Et c'est rapide. Hein. On a dit exercice d'édition, donc c'est pour Donc, faut bien faire attention. prononcer les mots. C'est pour ça que je vous donne ça à l'avance pour que vous ayez le temps de faire la mise en bouche. Aujourd'hui, on est avec... Amusez-vous avec nous. Avec- Oui. Pas plus mademoiselle Angel, mais avec le professeur Angel. Non, l'exercice il est important parce que des fois on n'arrive pas à prononcer certains mots à l'antenne. Donc du coup, pour ne plus être désagréable à vos oreilles, on va faire attention à ce que nous disons. On commence par qui? Commence par toi. Ah, pas moi! C'est moi je joue aujourd'hui. Je joue aujourd'hui. Je joue aujourd'hui. Alors voici moi mon exercice. Si la vache arrache un mâche, sache que ça gâche la mâche. Je dois dire ça 10 fois. C'était la même chose. Non, non, c'est pas la même chose. Vous avez chacun un exercice. Pourquoi ces chaussettes-là, tu m'as donné? Bon, c'est ce que les gens préférés. Alors, 10 secondes. Est-ce que le réalisateur peut nous donner un chrono? Bon, c'est pas grave. On va faire ça. On va coller. Simon, mon cher, il faut me trouver un chrono. 1 minute, je dois le dire 10 minutes. Je dois le dire 10 fois en 1 minute. Attendez, c'est l'exercice d'édition, vous faites. C'est chacun pour lui. Alors, Simon, si c'est bon, les téléspectateurs n'ont pas besoin de te voir. Mais si c'est bon, dis-moi et je commence. 1 minute rigoureusement. Si la vache arrache et mâche, sache que ça gâche la mâche. C'est pas facile. C'est bon? Allez, je dois le dire 10 fois. Si c'est 1 minute, je ne peux finir pas les 10 fois, tu m'arrêtes. On y va. Si la vache arrache et mâche, sache que ça gâche la mâche. Si la vache arrache et mâche, sache que ça gâche la mâche. Si la vache arrache et mâche, sache que la... Si la vache arrache et mâche, sache que ça gâche la mâche. Si la vache arrache et mâche, sache que la gâche. C'est ça. Bon, non, si la vache arrache et mâche, sache que ça gâche la mâche. Si la vache arrache et mâche, sache que ça gâche la mâche. Si la vache arrache et mâche... Bon, d'accord, j'ai échoué. C'est bon. Depuis le début. Oui. L'écriture, vous la verrez pour que vous-même vous puissiez vous exercer à l'antenne. Vous allez voir ça tout de suite. Si la vache arrache et mâche, sache que ça gâche la mâche. J'ai échoué. Je donne ma langue au chat, c'est bon. Allez, André, on y va. Je te suis alors en échouant. André, on y va. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Archi sèche. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Archi sèche. André, non. Ça fait 3 fois. Bon, d'accord, je vais prononcer la phrase. Attendez, non, vous n'avez même pas encore réussi une seule fois. Si. Non, attendez, d'accord, je vais prononcer la phrase. Les chaussettes, hey, Dieu. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Archichesse. Archi. C'est difficile quand même. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Archi-sèches. Voilà. Allez. C'est ce qu'il va dire. Alors, on recommence. Oui, on recommence. Allez. Et vite. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Archi-sèches. 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 Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? C'est bon. Sèches. Les chaussettes de l'archiduchesse. Tu as déjà fait 1 minute? Non, tu n'as pas fait 1 minute, mais tu as Je suis déjà à 7 fois, non? Non, tu as raté 3 fois. Docteur Edou, on reporte 1000 fois, ça va tomber sur toi. Ça va tomber sur toi. Allez, docteur, on y va. L'objectif, c'est de réussir au moins à dire ça 7 fois sans fauter. Moi, je n'ai pas pu. Sans fauter. André n'a pas pu, donc c'est... Non, je répète votre exercice à vous. Est-ce que dans ma pour que les télé... Archi, tu n'as
pas sèche, tu n'as pas Un duchesse. chasseur. Alors, voilà l'exercice du docteur. Un chasseur sachant chasser sans son chien doit savoir chasser avec son chien. 7 fois d'affilée sans faute. Docteur, top, c'est parti. La phrase là, c'est comme Un chasseur sachant chasser sans son chien doit savoir chasser avec son chien. Un chasseur sachant chasser sans son chien doit savoir chasser avec son chien. Un chasseur sachant chasser sans son chien doit savoir chasser avec son chien. Un chasseur sachant chasser sans son chien doit savoir... C'est bon. C'est bon, vous avez rien fait. C'est bon. Oh, ça là, il n'a pas encore fait erreur. Si, c'est mal dit. Tu n'as pas dit. Non, Il faut j'ai répéter dans l'ordre. On sort les sons, non? Non, on ne sort pas les sons. Hein? On dit l'exercice d'édition, il faut bien prononcer. En fait, l'objectif, c'est de la bonne prononciation rapide pour qu'on soit bien audible. Donc, quand il a sachant, chasser, ça va chercher. Sachant, chasser. Nadège, voici ta phrase à toi. Natacha, pas son chat, Pacha qui s'échappa, cela fâcha Sacha, qui chassa Natacha. Vous aussi. Non, mais moi je l'ai dit. J'aime bien cet exercice. Natacha, pas son chat, Pacha qui s'échappa, cela fâcha Sacha, qui chassa Natacha. La totale. Aïe. Natacha, pas son chat, Pacha qui s'échappa, cela fâcha Sacha, qui chacha Natacha. Ah, on nous a trouvé le chrono. C'est pas, Natacha, pas son chat, Pacha qui s'échappa, Chacha, Pacha. Bravo, toi tu es forte. Non, reprends s'il te plaît. c'est bon. Elle a joué même depuis. C'est quoi ça? Bon, laissez-la. Natacha, pas son chat, Pacha qui s'échappa, s'échappa, Facha, Chacha qui chacha Natacha. Ça là, il faut venir à 3 minutes. Moi j'aime bien ton exercice, il est facile. Natacha, pas son chat, Pacha qui s'échappa, cela fâcha Sacha, qui chassa Natacha. Mais c'est ce que je dis. Non, écoute bien ce que tu dis. Natacha, pas son chat, Pacha qui s'échappa. Non, c'est s'échappa. S'échappa, ouais, non. S'échappa. Ok, Natacha, pas son chat. Pacha qui s'échappa. C'est ça, on dit, tu ne dis pas s'échappa, ou bien c'est moi, j'entends mal. Elle dit s'échappa. Vas-y, ok. Qui s'échappa, cela fâcha Sacha, qui chassa Natacha. Répète encore, 10 fois. Natacha, pas son chat, Pacha qui s'échappa, cela fâcha Sacha, qui chassa Natacha. Donc vous expliquez qu'elle dit ce que je dis. Bon, c'est bon. Non, quel jeu. C'est un exercice de liste. Bon, on va reprendre encore une dernière fois. Chacun reprend sa liste et puis on sort de cela. C'est juste un exercice pour vous faire rire et vraiment prononcer bien les mots. Alors, voici ce que moi j'avais. Si la vache arrache et mâche, sache que ça gâche la mâche. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Sèches? Un chasseur sachant chasser sans son chien doit savoir chasser avec son chien. Natacha, pas son chat, Pacha qui s'échappa, cela fâcha Chacha, qui chassa Natacha. Elle nous a chassé. Elle nous a chassé. Allez, merci beaucoup d'avoir pris du plaisir à nous suivre. Non, vous n'avez pas chassé. Merci à vous de vous être prêtés à l'exercice. Merci à toute l'équipe. Allez, on va vous souhaiter de passer une très belle journée en compagnie du reste de nos programmes et on va se retrouver demain, si Dieu le veut. À demain. Bye.